Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un système sans argent. Le premier chamboulement majeur serait le nombre de métiers qui disparaîtraient, comme les banques, les rentiers, la pub, la bourse, la comptabilité des salaires, impôts, fisc et beaucoup d'autres postes fictifs. Dans ce monde plus équitable, on n'a pas de délinquance liée au commerce illégal, proxénétisme, cambriolage, toutes ces choses que cause l'argent. Et du coup, beaucoup moins de forces de l'ordre, de sécurité, etc. Donc on a plus de main-d'œuvre que vous, sans compter le monde politique, etc. Chez nous, personne ne gouverne. Ce qui s'en rapprocherait le plus, ce serait le métier de coordinateur. Mais c'est normal, vu qu'ils servent à optimiser notre logistique, c'est un peu le cerveau de notre système, qui va gérer le trajet des camions, les maintenances sur l'appli universelle, le niveau des métiers, etc. Bref, ce sont des métiers de bureau. S'il y a une différence entre les métiers, c'est pour qu'on ne manque pas de personnel, de soins ou autres. Car il y a des métiers de nuit ou plus rudes que les autres, donc c'est important qu'il y ait une carotte à avoir à un travail de niveau 1, sinon on manquerait trop de métiers importants. Mais niveau inégalité, on peut pas faire pire que votre système, donc pas de souci. Les avantages sont une pièce de plus dans leur maison et un terrain très légèrement plus grand. Un coupon pour le quartier de la luxure et 6 coupons restaurants par mois. Et leurs maisons sont proches des voies de sortie de la ville, mais ça, vous comprendrez plus tard. Un niveau 2, quant à lui, a une maison de 4 pièces, donc seulement 15 mètres carrés de moins, et 20 mètres carrés de terrain en moins. S'il veut un coupon luxure, il doit travailler 5 heures. Sachez que le fait d'avoir accès au plaisir de la chair diminue la frustration et la dépression, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et c'est un métier très bien vu et respecté. Bref, les niveaux 2 ont 4 coupons restaurants. D'ailleurs, sachez que si on a un nombre donné de repas au restaurant, c'est pour éviter le gâchis, tout simplement. D'ailleurs, pour la même raison, il faut réserver minimum 3 jours à l'avance si on veut manger un repas frais. Sinon, ce sera du décongelé. Tout ce qui est nourriture, on a tous la même qualité et heureusement, c'est immonde de voir des pauvres manger du poison ou des gens de la classe moyenne se ruiner pour à peine mieux manger et des riches qui se la régalent, etc. C'est une ignominie et ça gâche trop de nourriture. Au sujet des biens matériels, des activités et des services, on a tous la même qualité et sans limite. Étant donné qu'on a tous une maison et un terrain, on ne fait pas d'excès car on a accès à tout. Donc on ramène ce qu'on n'utilise plus pour pas encombrer notre habitation et pour que ce soit réparé ou recyclé. Donc on a tous une excellente qualité de vie. D'ailleurs, si on devait faire un sondage pour demander aux métiers de niveau 2 s'ils trouvent que les avantages pour les niveaux 1 sont justifiés, ils diraient oui à 95%, sinon ils savent pertinemment qu'on aurait des failles dans plein de secteurs. Je vous amène à ce point-là car nous, quand on vote, on le fait sur l'application universelle le premier jour de chaque mois à la même heure. Ça prend 2 minutes à tout casser, au cas où vous voulez comparer avec votre système. Mais vu que le système est très bien fait de notre côté, c'est très rarement des sondages d'importance primordiale. La base qu'on doit respecter est solide. Et tout ça, c'est facile quand on a une appli qui sert à recenser tout le monde pour améliorer la communication et la logistique. D'ailleurs, on gère les coupons virtuellement ici et plein d'autres choses que je vous expliquerai plus tard, car je m'éloigne du sujet donc. Là, vous avez à peu près compris le principe niveau 1, niveau 2, qualité de vie, etc. Sachez que dans ce monde, il n'y a pas de patron. Par contre, dans chaque métier, il y a des référents. Ce sont les personnes qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine et qui vont former les débutants et parler avec les coordinateurs sur certaines difficultés auxquelles ils font face dans leur travail ou s'il y a besoin de matériel, etc. Et c'est logique que les plus anciens gèrent les plus nouveaux. D'ailleurs, petite précision, les niveaux 1 ont le droit à une femme de ménage et un jardinier. Cependant, les heures qu'ils gagnent à l'entretien de leur maison sont converties en temps de travail. Donc c'est pas un réel avantage, c'est plus pour les inciter à bosser. D'ailleurs, au niveau des heures, quand on est jeune, il y a une période où on en fait plus pendant 7 ans, selon notre orientation. S'il nous faut beaucoup de connaissances théoriques, c'est de 16 à 23 ans pour qu'ils soient opérationnels plus rapidement et leur rentrer les connaissances quand ils sont jeunes. Et pour les métiers physiques qui requièrent une connaissance pratique, où l'on apprend sur le tas auprès des référents, c'est de 20 à 27 ans, pour une question de croissance, qu'ils puissent se développer tranquillement et pour qu'ils soient rentables et autonomes au moment où ils font plus d'heures. Donc ils font 34 heures et passé ce stade, c'est 28 heures de travail par semaine pour tout le monde. Et certains métiers trop exploités sont régulés. Exemple, pour les coiffeurs, on se limite à une semaine d'attente en moyenne. Vu que ce n'est pas primordial, une légère attente est préférable. Cependant, aucun métier n'est fermé. On ajuste seulement les heures des travailleurs. C'est pas rare dans les métiers communs d'en avoir plusieurs qui travaillent 3 jours dans la coiffure et une journée ailleurs. Ça peut même aller à 2 jours en coiffure et 2 jours ailleurs. Comme ça, on n'empêche pas les gens de faire ce qu'ils veulent. Un métier n'est pas fermé. Après, il y a des gens qui font différents tafs par choix. Ça peut même aller jusqu'à un métier différent par jour. En général, des gens un peu allergiques à la routine. Au sujet de la retraite, il n'y a pas d'âge. Quand une personne trouve son rythme trop intense, on ajuste son planning. Et il y a même des métiers prioritaires pour personnes âgées car elles sont tranquilles et leur sagesse sera bien exploitée. En général, ça arrive vers 75 ans. Il faut savoir qu'on vit en moyenne jusqu'à 120 ans. On travaille 28 heures par semaine avec 8 semaines de vacances par an. Donc, il y a même des gens qui travaillent jusqu'à 80 ans et plus sans rien demander. Des fois, on a encore des gens à 100 ans qui aiment travailler 1 heure par jour pendant 5 jours par exemple. Ça fait partie de leur petite routine. C'est leur choix de s'arrêter complètement ou pas. Après, si on vit si longtemps, c'est grâce à la qualité de notre atmosphère et des aliments qu'on mange. Bref, il y a aussi le niveau 3. Pour revenir sur les différents niveaux, ce sont les inactifs, les parias. On leur jette des cailloux. Non, je rigole.
Quand on arrête de travailler, on passe niveau 3. Et au bout d'un mois d'inactivité, on va aider la personne qui est niveau 3. Contrairement à vous, où il faut faire des démarches interminables pour avoir des miettes d'argent ou des rendez-vous tous les 36 du mois qui servent à trouver du travail mais qui n'aboutissent majoritairement à rien, ben chez nous, en quelques clics sur l'application, on peut voir tous les métiers d'une ville, ce qu'on peut faire à temps complet ou comme je vous ai expliqué les métiers surchargés qui ne peuvent pas combler votre emploi du temps. Mais bon, le principe c'est que tout soit accessible instantanément. Comme ça, on peut aller se présenter et on sera pris de suite si c'est un métier où l'on peut se former sur le tas. Car on s'en fout de votre productivité. C'est pas comme si quelqu'un allait devoir vous payer et payer des impôts. Donc l'embauche est facile. On n'a pas tous ces freins qui favorisent l'exploitation du personnel pour le rentabiliser un maximum. Donc un niveau 3 n'a pas de pression ou de stress par rapport à chercher sa place par exemple dans le monde. Il n'a pas peur de ne pas recevoir ses aides financières ou de ne pas les avoir à temps car les démarches sont serpenteuses. Car chez nous, tout le monde est nourri et logé quoi qu'il arrive. C'est le minimum syndical. Mais ce n'est pas si rose que ça. Car au bout d'un mois d'inactivité, quelqu'un dont c'est le métier vient toquer chez nous. C'est une personne qui a de bonnes bases en psychologie et relations humaines. C'est son métier. Si t'es un homme, c'est un homme qui vient la première fois, et si t'es une femme, une femme. Sache que cette personne, elle a des petites infos sur toi. Elle est peut-être même allée parler à tes anciens collègues de taf, etc. dans le but de gérer son approche avec la dite personne. Exemple cliché mais qui existe. On a affaire à un bourrin qui s'est embrouillé avec des gens sur le travail ou quelqu'un de feignant. Bah, ce sera une approche un peu militaire avec beaucoup de blagues et de piques du style là, dehors, il y a des gens qui taffent pour que tu aies ça ou ça, pour que tu glandes sur tes jeux vidéo, ça va pas durer, etc. En gros, c'est un avertissement très paternel, et souvent les mecs sont drôles aussi. C'est-à-dire qu'ils nous font passer la pilule parce qu'ils ont une répartie exceptionnelle. Pour une femme, par exemple, narcissique, qui fait la princesse, ou je ne sais quoi, ben, la femme qui va se charger d'elle, elle peut avoir une approche très foutage de gueule. Genre, elle se met sur son 31, va la voir, elle est super gentille au début, elle se la joue et parle de choses superficielles en rigolant, et d'un coup elle vrille en lui disant ses quatre vérités. Si par exemple il y a des montagnes de fringues partout dans la maison, etc. C'est toujours des approches un peu travaillées en fonction de la personne. On agit bien sûr différemment avec les tempéraments dépressifs ou autres. Dans ce cas-là, ça va plus être alors qu'est-ce qui va pas le fiston? Bref, des approches plus douces pour ceux qui manquent de confiance en eux, histoire de booster un peu leur estime. Mais globalement, ça réveille bien la personne. Bien sûr, il n'y a pas que des leçons de morale, ils discutent avec eux des métiers qui pourraient les intéresser, du pourquoi, du comment ils font rien en ce moment, etc. En partant, ils avertissent la personne qu'ils n'auront accès qu'à l'application universelle, donc plus Internet. À ce moment-là, 70% des gens se remettent au taf. Mais il reste 30% des gens qui font de la musique, qui font des films avec leur caméra, écrivent des scénarios ou juste qui aiment glander ou peindre. Donc Internet, ils s'en cognent. Au bout du deuxième mois, c'est une personne du sexe opposé qui vient de manière très sympa cette fois, juste pour savoir si ça va, comment tu t'en sors avec les changements, etc. Elle te propose un peu des choses en fonction de toi, en fonction des infos qu'on a recueillies qui pourraient t'intéresser si tu veux les tester ou pas. Et avant de partir, elle te prévient que ton alimentation, elle va changer. Et pourquoi? Et ça, je vous l'ai pas dit, mais vu qu'on se fait livrer la nourriture pour supprimer des étapes dans la chaîne du froid et éviter un gâchis énorme. Absurde! Bref, du coup, on modifie leur alimentation parce que les gens qui restent inactifs, en général, ils ont peu d'attrait pour le monde physique, donc on réduit un peu les portions de viande et on les remplace par du poisson, ainsi que les produits laitiers, car leur style de vie couplé à une bonne alimentation font qu'ils ont de grandes chances de finir dans un métier de niveau 4, qui se concentre sur la métaphysique. Donc le troisième mois, c'est une personne de niveau 4 qui vient tester sa sensibilité aux énergies et parler des différents métiers de niveau 4 qu'elle pourrait faire en fonction de ses prédispositions et capacités. Suite à cet échange, si la personne ne veut toujours pas de formation et rien faire, elle a le choix entre l'hôtel ou un lieu naturel avec soit une communauté qui vit en autarcie, soit seule et autonome dans la nature. Et c'est pas pour la chasser qu'on fait ça, au contraire, c'est un choix pour que les gens qui n'arrivent pas à s'intégrer, même si c'est des cas rares, puissent avoir des opportunités. Mais par exemple, sur 100 000 habitants d'une ville, t'as peut-être 100 illuminés qui font leur vie et quelques personnes qui voulaient vivre à la sauvage. Donc c'est quand même une très 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 faible minorité. Et je dis en moyenne 100 illuminés parce que souvent, beaucoup reviennent à la ville ou ont des enfants qui, eux, veulent voir ce que c'est la ville. C'est un bordel. Et du coup, pour celui qui choisit l'hôtel, c'est juste pour restreindre un peu son espace. Parce qu'au bout de 3 mois sans activité, on a même une marque d'habits en particulier à porter pour être reconnaissable et que les boutiques ou les activités amusantes ne vous soient plus accessibles. Car jusqu'ici, c'était guinguette, mais faut pas déconner là, c'est le stade nourri, logé, blanchi et c'est tout. Et c'est grâce à cette marque d'habits qu'on peut reconnaître ça, sinon ce serait trop compliqué de savoir qui ne fait rien depuis plus de 3 mois. En gros, il faudrait biper sur l'application universelle comme quand on va au resto ou au quartier de la luxure parce que ce sont des activités restreintes. Eh ben, on se retrouverait à biper pour n'importe quelle chose qu'on a envie de faire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de gens qui profitent du système alors qu'ils n'y participent pas.
C'est pas du tout par discrimination, mais c'est vraiment par côté pratique. Pour finir sur les niveaux 4, ils ont les mêmes avantages que les niveaux 2, mais ils doivent suivre un régime alimentaire spécifique. Ceux qui sont plus axés sur le cœur vont aller en médecine, et ceux qui sont plus axés sur le cerveau vont aller en sciences. Et il y a beaucoup de domaines où ils peuvent être utiles à côté, même dans le sport, le spectacle, etc. D'ailleurs, parlons du divertissement en tant que travail, car chez vous, c'est historiquement stupide. Même parmi la multitude de dimensions qu'on a déjà observées, on n'a jamais vu un système aussi déséquilibré. Au niveau sport, septième art, etc., on voit des gens élevés au stade de divinité limite. Et la raison, c'est que vous vous ennuyez beaucoup trop. Votre système est trop fermé, il n'y a que les privilégiés qui s'amusent et tous vos déplacements motorisés vous rendent feignants. Du coup, vous regardez des gens faire du sport au lieu d'en faire et vous regardez des histoires au lieu de créer les vôtres. Bien sûr, nous aussi on filme le sport professionnel et on crée des histoires, mais c'est juste le style de vie qui change. Chez nous, un sportif de haut niveau travaille quand même 15 heures si le métier est physique et 20 heures si le métier n'est pas physique, par semaine. Donc ça peut être 4 heures sur 5 jours, 5 heures sur 4 jours, ça dépend de ses entraînements, mais il est utile à la société tout en pouvant faire sa passion et en travaillant un petit peu moins. Nous, les championnats de différents sports se font à même la ville. Pourquoi se déplacer? C'est tellement plus marrant les championnats de ville, ça permet que tout le monde puisse jouer un petit peu. Et ça pollue beaucoup moins. Nous, les seules équipes qui se déplacent, c'est la meilleure équipe de la ville à la fin du championnat qui va en général affronter la ville la plus proche à chaque fois. Elles s'éliminent en un seul tour et vont ensuite affronter les meilleures équipes de chaque ville jusqu'à ce qu'on ait un champion du monde. Donc on pourra avoir Marseille champion du monde par exemple. Pour le divertissement style septième art, musique, humour, etc., on a une plateforme sur internet qui est pour tout ce qui est amateur. Car ce qui est professionnel, on le met sur des disques durs, qu'on peut aller, style comme on irait dans un vidéoclub, ben là on aurait un Netflix sur disque dur quoi. C'est pour éviter les données stupides en streaming. Faut savoir que les données ça pollue énormément, et que plus internet est mal géré, plus il est autodestructeur. Les ondes 10 fois trop fortes que vous émettez, etc. Donc, c'est que les amateurs niveau musique, les vidéos, l'humour, qu'on peut retrouver sur Internet. Ça nous permet de voir leur influence, leur degré de popularité, et en fonction de celui-ci, on peut leur aménager du temps pour qu'ils puissent faire rire ou faire rêver d'autres personnes. C'est rare que ça dépasse une journée par semaine. Et ça peut être le genre de petites questions qu'on pose dans nos sondages. Et que ce soit concert, tournage ou quoi que ce soit, c'est toujours le TGV. Les avions servent uniquement à changer de continent. Et les jets, ça n'existe tout simplement pas. Bien sûr, on a des canadaires pour éteindre les feux et des hélicos pour sauver des gens. Voilà pour le gros résumé. Déjà, si vous faisiez pareil à ce niveau-là, je peux vous garantir que le style de vie changerait pour tout le monde radicalement. Coucou à tous. Alors, déjà, pourquoi on crée une ville? Quand on crée une ville quelque part, c'est qu'on espère exploiter une certaine ressource qui se situe non loin de là où la ville va être créée. Au niveau de l'import-export, on sert tous le bien commun. Ça veut dire que si on a des accords avec une ville pour leur donner telle ressource qu'ils n'ont pas chez eux, ou en petite quantité, alors on leur donne sans nécessairement réfléchir à un arrangement équitable comme du troc. C'est juste que vu qu'on leur envoie un camion, le camion il repart pas vide. Ce serait stupide. Et ce fonctionnement est le même pour toutes les espèces intelligentes. Le troc équivalent se fait uniquement entre espèces différentes en fait. Bref, du coup là ce sera la vie mobile, un jeu de mots complètement contradictoire qui dit que nous on fait la vie immobile. Donc le bois, les plantes, pour la médecine, l'agriculture, sont nos ressources principales. On les crée près d'une bonne source d'eau et en contrebas on fait une ville. La ville ce sera le rond ici. Donc autour de ce rond, qui est l'intérieur de la ville, je vais mettre une voie ferrée et des lotissements. Donc les petits croix, c'est des lotissements. Et une ville qui a un peu vécu, elle commence à être stabilisée, proportion habitants, travail, utilité, etc., dans tous les domaines. Et dans ce cas-là, on arrête de construire des habitations. En gros, on a atteint la capacité max moyenne. Quand c'est fait, on est obligé de s'autoréguler au niveau de la population. Et c'est quelque chose de tout à fait normal. Même les vers de terre en sont capables. C'est impossible d'esquiver cette étape-là. Du coup, chaque être humain n'a le droit qu'à 2 enfants. Si des jeunes font un enfant par accident ou que des adultes dépassent leurs limites, alors on pourra regarder notre liste de personnes qui ne peuvent pas faire d'enfants pour leur transmettre. Auquel cas, malheureusement, ils seront obligés d'avorter dans le premier cas s'ils veulent pas le garder et dans le deuxième cas de manière obligatoire parce que c'est égoïste. Et donc c'est un crime commis par les deux personnes et pendant ces 9 mois, ils auront 4 heures de travail en plus par semaine. Ça évite que les gens soient laxistes sur le sujet de la protection, etc. Pour finir, je dirais que là, vous avez bien besoin d'un baby break. Quand vous maîtriserez le voyage dans l'espace aussi facilement que vous faites voler des avions, à ce moment-là, la régulation ne sera plus un réel problème, car on aura toujours des gens qui veulent aller sur d'autres planètes. Alors là, je vais vous expliquer les secteurs extérieurs de la ville. Donc déjà, autour de la source d'eau, on y met des terres, c'est logique, et des routes
pour que la main-d'œuvre arrive quand il faut ramasser, uniquement en bus, bien sûr, ainsi que les maisons des agriculteurs. Sachant que les agriculteurs, c'est les seuls qui ont un parking du coup au nord-est entre les lotissements au plus proche de là où ils habitent, parce que c'est les seuls qui habitent plus loin que les autres du divertissement, donc c'est légitime. Ensuite, à gauche, on a un complexe sportif, on peut y aller que par voie cyclable, ou en roller, ou enfin comme vous voulez, à pied, etc., avec des chemins plus ou moins difficiles ou non, pour le fun. Et en fait, au bout de 500 mètres, 1 kilomètre éloigné de la route à peu près, on commence à avoir des activités, des terrains de sport, des skateparks, des airsoft, mais c'est des airsoft à ressort. Donc on n'utilise pas de gaz ou de ressources en fait, trop importantes. Et les billes, c'est des billes en fibre. Et la plupart du temps, elles viennent des gazons qu'on tond devant chez nous quand ils ne servent pas à faire du compost. Bref, donc voilà, il y a aussi une route, ça c'est pour l'entretien des différentes activités. Sachant qu'un employé qui va faire de la maintenance, il va pas utiliser cette route avec sa voiture ou son camion s'il n'y a pas besoin d'amener du matériel. Car il a un local sur place avec tout ce qu'il faut. Il va venir comme tout le monde, en vélo ou comme il a envie, mais mettons qu'il commence à travailler à 7 heures, bah, il partira de chez lui à 7 heures. Donc la route, ça lui importe peu. Après, dans le complexe sportif, on a des appareils de muscu d'extérieur et plein d'autres choses. Mais bon, voilà, là je l'ai survolé, c'est pas d'importance capitale. Encore sur la gauche, on a donc une forêt, où on replante à chaque fois qu'on coupe. Là, on y va par la route, il y a un bus qui apporte les employés et une personne qui vient en camion pour charger le bois. Alors le bois, avant d'être transporté, on le dégrossit, ça veut dire tout ce qui est écorce, etc. On l'enlève et on les garde pour faire de l'engrais, du paillage, etc. Pour finir avec la partie bois, sachez que les bûcherons utilisent beaucoup l'huile de coude. Ça marche bien et ça permet de pas raser la forêt hyper rapidement en utilisant des ressources, même si des fois ils utilisent un peu de carburant pour leur machine. Mais ça, c'est uniquement s'il y a une demande de bois importante. La plupart du temps, c'est des beaux bébés, ils y vont à la hache ou autre pour pas raser la forêt en quelques semaines, quoi. Du coup, en dessous de notre réserve de bois, entre guillemets, on a un centre de tri pour tout ce qu'on recycle, etc. Juste en dessous, on a une usine qui va nous servir à fabriquer plein de choses en fibres, en bois, etc. Bref, avec nos ressources à nous. Comme ça, on peut les envoyer directement transformer. Comme nous, quand on reçoit des métaux d'une ville minière, par exemple du métal classique, on le reçoit directement sous forme de vis ou de choses qu'on a besoin, vu que ça nous serait inutile de transformer ce genre de matériaux. Par contre, le plastique, on a tous une structure pour faire des tupperwares, des jouets, bref, pour recycler notre plastique. Donc là, il y a une voie ferrée. La voie ferrée, c'est bien sûr pour transporter beaucoup de monde, et surtout car vu qu'une usine, ça pollue globalement, il vaut mieux qu'elle soit loin de la ville, mais accessible rapidement quand même. Après, pour le même travail, nos usines, elles vont polluer 95% de moins que vous, parce qu'en fait, on met des filtres sur les cheminées, filtres qui servent à convertir le CO2 en un liquide, donc il est sous forme concentrée et stocké, et on pourra le modifier et s'en servir en tant que carburant fossile. Une pierre, deux coups. Bref, donc comme je vous disais pour la route, on ne va pas travailler à l'usine ou au centre de tri en voiture, on prend le train. Si on rate le train, tant pis. Soit ça arrive rarement et on s'en fout, soit on retire un jour de vacances. Mais bon. Le conducteur du train, c'est aussi un employé de l'usine parce qu'il ne fait qu'un aller-retour dans la journée. Et il marche à énergie solaire. Après, l'énergie solaire, c'est normal, on la fait partout, que ce soit au-dessus de l'usine, autour de l'usine, au-dessus des toits de nos maisons ou même des bâtiments de la ville, il y a des panneaux solaires absolument partout. Et du coup, on fait principalement des choses en fibre, avec du bois, etc. Si une autre ville va nous faire des commandes pour avoir un stock pour ses habitants, on part que si on arrive à remplir un camion d'un coup au maximum. D'ailleurs, c'est le même principe pour les boutiques. Et pour ceux qui commandent, qui ne vont pas dans les boutiques, c'est pareil. C'est une fois qu'on a un certain nombre de commandes qu'on va livrer les lotissements. Donc, quand on commande, c'est qu'on n'est pas spécialement pressé. Ensuite, en bas à droite, on a un garage. Donc c'est un garage, pour tous les camions, principalement, qu'on utilise. Il y a aussi des voitures qui y sont réparées, mais bon, vu qu'on utilise très peu la voiture et qu'elles sont de bonne qualité, c'est assez rare, c'est pas leur principale utilité. Sachez qu'en dessous des champs, on a une structure pour tout ce qui est, conserve, fumer la viande, enfin bref, toutes les façons de conserver la nourriture au mieux. Et c'est aussi, dans cet endroit qu'on va transformer, les plantes en médicaments. Quand je dis transformer, je dis pas qu'on fait, le poison que vous faites actuellement, version poudre blanche, ultra concentrée, etc. Nous, on fait des gélules naturelles où on les fait sécher pour faire du thé, etc. En gros, tous les moyens les plus nature de soigner avant de passer à faire des choses transformées réellement, quoi. Du coup, encore en dessous de cette structure, on a des serres et des endroits pour faire pousser les plantes les plus intéressantes. Alors, en dessous de tout ça, on a aussi une zone de chasse. Alors, les chasseurs, c'est spécial, ils n'ont pas de livraison de viande, ils vont la chasser eux-mêmes. Et en fonction des prises qu'ils prennent, ils ont une restriction de temps à laquelle
lequel ils peuvent revenir chasser. En gros, le temps qu'ils mangent leur prise. Et tout ça, c'est simplement géré par deux gars qui sont en face du seul accès de la réserve naturelle. Cet endroit, métaphysiquement, il permet aussi d'être connecté avec ses instincts primaires, du moins de pas trop s'envoler, entre guillemets. C'est important qu'il y ait des formes de vie instinctives. Bon, maintenant que je vous ai à peu près planté le décor extérieur, je vais vous montrer deux, trois petits trucs. Déjà, je pense que vous l'avez compris, il n'y a aucune voiture à l'intérieur de la ville et aucune voiture, hormis utilitaires ou gens qui travaillent et qui en ont vraiment besoin, qui circule. Le seul moment où on prend la voiture, par exemple pour aller à l'hôpital d'urgence ou après 19h quand on veut aller manger chez des amis, par exemple, quand les camions circulent plus, etc. Et encore, il y a le train. Le train est à énergie solaire, il a des points d'arrêt où il peut se recharger en cas de besoin et globalement, il tourne tant qu'il y a de l'activité. Bref, alors cette architecture en rond, elle nous permet vraiment d'économiser du carburant, de moins polluer, etc. On n'a pas des routes qui vont n'importe où pour aller livrer qui que ce soit ou n'importe quel commerce. Donc il y a différents secteurs autour de ce rond où les gens sortent leurs poubelles de tri, d'ordures, etc. en fonction du moment. D'ailleurs, les poubelles, c'est que des une place à échelle humaine. On n'a pas de camion qui soulève nos poubelles parce qu'elles sont trop lourdes. Un humain peut le faire très facilement. Et oui, même si on peut produire largement cette énergie, on préfère l'économiser comme ça. Et nos camions de tri sont beaucoup plus larges pour pouvoir mettre un maximum de choses légères en fait. Et pareil, ils sont pas équipés de broyeurs. Les gens, ils réduisent leurs bouteilles en plastique, ils plient leurs cartons, etc. Des gens responsables et conscients. Et c'est pareil pour les camions de livraison de nourriture qui sont adaptés pour à peu près accueillir un lotissement minimum, pour faire le moins d'allers-retours possible. On a aussi des camions qui viennent récupérer le compost, parce que c'est quelque chose que vous faites pas, mais tout ce qui est déchets organiques, ça ne va pas dans les ordures. Même les ongles et les cheveux sont des déchets organiques. Ils ne vont pas dans les canalisations pour les cheveux et boucher notre système. Et les ongles ne se jettent pas, c'est un super déchet organique. Dans mon monde, un enfant de 10 ans a déjà conscience de ça. Et c'est comme ça qu'on a des récoltes de fous furieux, même dans des zones peu propices à l'agriculture. Pareil pour nos défections, on a des canalisations spéciales, que ce soit pour l'urine, les selles ou la douche, qui ont des canalisations différentes et ça nous permet d'avoir une eau quasi perpétuelle et d'avoir un seul robinet qui donne directement sur l'eau de source sans vasque. Parce que c'est pas avec cette eau-là qu'on va faire nos choses d'usage. Cette eau-là est uniquement à boire. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc on revient plus sur la logistique. Par exemple, les éboueurs chargés du compost, quand ils viennent le chercher, ils ont toujours beaucoup de terre dans leur camion. Car cette terre, ils vont la répartir justement entre ces lotissements, là où il y a nos défections, pour équilibrer leur rapport énergétique. Et en passant, ils vont récupérer le compost qui va se mêler à cette terre. Bien sûr, il y a des gens qui ont des beaux petits potagers chez eux, voire même des plantes pour faire des colorants ou des aliments plus médicinaux. Sur l'appli universelle, ils le mentionnent pour un peu limiter leur livraison, pour pas qu'il y ait d'excès. Et en fonction des récoltes qu'ils arrivent à produire, on diminue leur temps de travail entre 1 à 3 heures. Pas besoin de ramasser leur compost, ils le font eux-mêmes pour leur jardin. Il y a même des mecs d'éther. Il y en a même qui prennent leur canalisation qui mène aux défections et qui la mettent dans leur jardin. Bref, si je me suis bien éparpillé sur le sujet, c'est parce que les villes situées dans des endroits avec des terres défavorables utilisent ce procédé pour alléger le travail des agriculteurs. Et c'est aussi à ça que notre ville sert. Nous, on peut nourrir 3 fois notre population. Ça signifie que tous les surplus qu'on fait en non périssables, conserves, etc., on va les envoyer dans des villes comme ça pour qu'ils aient des stocks de nourriture au cas où. Même si pour éviter les livraisons à outrance, chaque ville essaye de faire son maximum. Pour en revenir vite fait à la logistique des camions. Les camions, on réfléchit toujours à ce qu'ils fassent le moins de kilomètres possible. Ça veut dire que les camions qui vont livrer en alimentation près de l'usine, par exemple, ils vont pas réaller au champ d'agriculture pour prendre une livraison de nourriture. Ils ont leur commande à aller chercher à l'usine et ils vont faire autre chose. Ou alors ils vont livrer un lotissement près de la forêt, aller chercher du bois, l'amener à l'usine, aller chercher de la nourriture, etc. Mais tous les camions ont leur trajet bien précis avant que la journée commence, bien sûr, hein. Et ça dans le but d'économiser au maximum l'empreinte carbone, le carburant, le temps, etc. Et basé sur cette même chose, qui habite où et pourquoi? Bah, les employés de l'usine et du centre de tri habitent près de la voie ferrée, comme les garagistes ou les camionneurs, ainsi de suite. Les bûcherons habitent près de la route pour pouvoir aller en bus à leur travail. Ceux qui vont ramasser les fruits et les légumes, souvent ils ont un travail à côté. Comme je vous ai dit, c'est pas rare d'avoir plusieurs travails. Donc du coup, on les place près des champs pour que des bus puissent venir les chercher quand il y en a besoin. Ça s'appelle de la logistique intelligente. Et bien sûr, vu qu'il y a aussi des métiers dans la ville,
on peut faire des demandes pour changer de maison pour ceux à qui ça fait trop loin. Et en fait, on va réfléchir temps économisé, empreinte carbone. Ça veut dire que les coordinateurs, ils voient les demandes, ils voient l'emplacement idéal que préférerait telle personne et leur trajet au quotidien. Et du coup, avec toutes les demandes des gens qui veulent changer de maison, ils trouvent la meilleure correspondance pour faire gagner du temps à tout le monde. Ah oui, du coup, on a aussi 4 hôpitaux aux 4 points cardinaux de la ville. Les 3 hôpitaux du haut, la population qui habite proche, ce sont des personnes à risque, des personnes âgées, handicapées ou qui ont un souci de santé constant. Et les deuxièmes plus proches de ces hôpitaux, ce sera le personnel. L'hôpital du Sud est complètement différent. Il y a beaucoup moins de personnes à risque qui habitent proche et il y a du personnel qui habite proche aussi. Et parce que l'hôpital du Sud, c'est celui qui va la plupart du temps accueillir les urgences le plus facilement. Car si quelqu'un se blesse ou a un problème en ville, ceux qui ont vu la scène ou la personne, si elle en est capable, ils vont appuyer sur un bouton de leur téléphone, ce qui transmet un message aux ambulanciers qui sont toujours postés au centre de la ville, en plus d'activer une lumière en face du quartier concerné, car les quartiers sont en part de gâteau. Les lumières, ça permet qu'ils se dirigent tout de suite dans le quartier, et après seulement le copilote va regarder ce qui s'est passé sur son téléphone pour avoir plus d'informations précises. Il y a toujours minimum 2 voitures d'ambulanciers en semaine et 3 le week-end. On pourra en mettre plus, mais vu que c'est pas utile, on le fait pas. Du coup, les ambulanciers, s'ils rapatrient quelqu'un qui s'est blessé vers le centre de la ville, ils vont utiliser toujours la route du sud. Pour les personnes qui sont plus à l'extérieur, ils sortiront par les passages à niveau, presque en face des hôpitaux aux 4 points cardinaux. Pour info, quand la lumière s'allume pour les ambulanciers et qu'ils savent que c'est dans ce quartier le problème, il y a aussi une lumière qui fait tout le long du quartier, des clignotements, et ça c'est pour que les piétons se serrent sur les côtés du quartier. Dernière précision, quand je vous disais le copilote peut regarder les informations plus précises, c'est car quand on appuie sur ce bouton d'urgence du téléphone, qu'il y ait un code ou pas, on peut mettre des informations complémentaires. Les ambulanciers et les pompiers sont les seuls qui peuvent rouler en ville. La voiture en ville, si quelqu'un vient au milieu, déjà, il va se prendre une pénalité, c'est-à-dire qu'il va se prendre du temps de travail, à moins qu'il ait une excellente excuse, par exemple que ce soit un parent qui aille chercher son fils qui fait un peu trop le fou dans le quartier festif, etc., qui s'inquiète, machin, ou autre urgence comme ça. Dans ce cas-là, bien sûr, on est des humains, on va discuter du pourquoi du comment, mais sinon, ça n'arrive jamais. Et encore, l'action que je vous parle là, c'est si on utilise la route du sud. Si on rentre en voiture dans les zones piétonnes, ça va être une sacrée pénalité là par contre. Vous par exemple, encore une fois, vous prendriez votre voiture pour aller plusieurs fois, par semaine, des fois, dans des supermarchés qui eux-mêmes gâchent, de la nourriture, tous les jours. Se faire livrer, c'est bon pour l'empreinte carbone et pour pas gâcher un tas de nourriture. Nous non, c'est, contrôlé de ouf et quand je dis contrôlé de ouf, c'est en votre faveur. Ça veut dire que déjà, il y a pas d'abattage de masse, il y a pas de on mange de la viande tous les jours à tous les repas. Par habitant, vous avez une portion de viande rouge, de volaille, canard, poulet, ce que vous voulez et du poisson. Il y a aussi des insectes parce que nous, contrairement à vous, on ne détruit pas nos champs avec les pesticides. Les insectes, c'est une ressource nutritive importante, sachant qu'en les piégeant avec, des pièges avec des phéromones ou des bruits pour imiter leurs congénères et cetera, il y a des façons d'obtenir énormément de nourriture avec très peu de moyens grâce aux insectes, notamment pour les pièges les tranchées à billère avec un matériau imperméable autour des champs de laitue. Après un jour de pluie, verser de la bière dans ça, vous verrez que vous auriez quantité d'escargots pour en nourrir bon nombre. Ça peut même dépasser la valeur nutritionnelle de votre champ de laitue, par exemple. Bien sûr, il y a aussi des insectes inutiles qu'on tue, mais sans empoisonner nos sols. Exemple, un additif pour attirer les punaises, à l'intérieur d'une cage qu'on peut refermer à l'aide d'un bouton, pour les enfermer et les brûler par exemple. Bref, et pareil, donc dans les livraisons, vous pouvez choisir ou non l'option insectes, plus ou moins, ça c'est en fonction de ce qu'on arrive à choper de toute façon. Ceux qui ont un métier physique ne disent jamais non aux insectes. Et là où ça vous avantage, déjà ça avantage l'empreinte carbone et votre corps aussi, car les proportions qu'on vous donne en fait en viande de différentes, c'est parce que c'est pour correspondre à des nutriments complets. D'ailleurs, toute l'alimentation est prévue pour. Et si vous êtes quelqu'un qui a des problèmes de santé, par exemple une mauvaise circulation du sang, vous aurez plus d'ail et on va même vous fournir du gingembre, par exemple des trucs qu'il n'y aurait pas dans cette ville. Genre au niveau de la santé, vous pouvez avoir des thés qui vont vous relaxer et aider votre système à déstresser, plein de choses en fonction de vos bilans de santé en fait. Bien sûr, vous pouvez demander un QCM et avoir, comment dire, pour qu'on ait une connaissance de vos goûts et qu'on ajuste, on va dire, mais la plupart du temps, vous aurez des choses de saison qui arrivent parce qu'ils arrivent, hormis alimentation spécifique, quoi, les allergies, etc. Du coup, les camions, ils viennent, ils vous livrent une fois par semaine. Ils n'ont pas besoin de faire des virages, des manœuvres bizarres. Ils vont directement, simplement s'arrêter à chaque lotissement. Et en fait, ils vont tous vous descendre les palettes près de chez vous. Et vous savez exactement quand ils arrivent. Il y a des secteurs. Ils viennent, ils vous apportent la palette devant votre portail, par exemple. Même si on fait pas de mur et tout pour se cloisonner, on a plus des bruits de vue légers ou des trucs comme ça. Et du coup, encore une fois, la planète vous dit merci. Les gens respirent mieux. D'ailleurs, on est quand même
même un peu plus grand que vous, grâce à notre taux d'oxygène ambiant. 1,79 m pour les femmes et environ 2 mètres pour un homme. On a de meilleures récoltes car on prend mieux soin de nos terres, etc. Et vous verrez comment on se balade à l'intérieur de la ville, c'est assez pratique. Et je crois que je vous ai tout dit par rapport au domaine de la livraison pour l'alimentation. Et tout ça, encore une fois, c'est sur la même appli universelle où tout le monde est référencé. C'est vraiment pour aider. Pareil pour plein d'autres domaines que je vous expliquerai plus tard. Nous, on tue les insectes qui sont une ressource nutritive, on n'empoisonne pas nos champs, on clone pas nos plantes, ça détruit l'environnement même dans lequel on fait pousser nos plantes, donc les plantes, la récolte devient de moins en moins bonne et de plus en plus empoisonnée. Et pour combler ça, vous faites des plantes clonées qui vous filent des cancers en fait. Ça, c'est pas un secret. La hausse des cancers au niveau du système digestif, de partout, elle augmente incroyablement. La nourriture, c'est vraiment un sujet sur lequel on rigole pas. Et les gens qui sont livrés sont très heureux parce qu'on leur livre, ils savent que c'est que des choses. Enfin, en fait, c'est même pas ils savent que c'est des bonnes choses, c'est que ça leur paraîtrait inconcevable de mettre du poison sur les champs, de manger des plantes clonées. Enfin, tout ça, ça leur paraîtrait fou, quoi. Quand la personne du niveau 4 qui m'explique tout ça parlerait avec quelqu'un qui n'a aucune conscience de comment ça se passe dans les autres mondes parce que ça l'intéresse pas, la science ou quoi, eh ben, il pèterait un câble en fait. Il pourrait rigoler de vous. Bref, vous avez compris le principal, je pense. Pour tout ce qui est extérieur de la ville, après je l'ai survolé rapidement, mais je pense que ça suffit, hein. Ah, dernière chose, quand vous recevez votre nourriture, il n'y a pas de putain de packaging avec des colorants, avec des usines qui se sont fait chier à les faire, qui ont pollué, etc., hein. Vous les recevez dans leur plus simple appareil, les produits, le truc le plus logique qu'on puisse faire, par exemple. Pas de couleurs, pas de colorants, etc. Dans la nourriture, pas de conservateurs, sauf des conservateurs naturels, hein, comme du sel ou quoi. Si vous demandez du jambon, votre jambon, il arrivera, il sera gris, hein. Très comestible, mais gris, hein. Bref, sachant que limiter la production de viande, c'est bon pour nos ressources d'eau, de céréales, etc. Et manger un animal qui a une vie de merde remplie de souffrance, c'est tout ça que vous absorbez dans sa mémoire musculaire quand vous le mangez. Ça cause beaucoup de dépression, etc. Du coup, j'ai fini, même si je pense que j'ai pas assez insisté sur l'alimentation par rapport à votre système putain de pourri. Le salut à tous les motivés. Là, on va parler de l'intérieur de la ville, sujet plutôt énormément cool. Mais avant, un peu de praticité. Déjà, il faut savoir que sur tous nos toits, il y a des panneaux solaires. Quand je dis tous les toits, c'est vraiment tous les toits. Même ceux des maisons, tout. À tel point qu'on fait des toits en panneaux solaires même. Ces panneaux, ils se nettoient tout seuls, en créant un champ électrostatique quand leur rendement commence à baisser. Donc ça se fait automatiquement. Et il y a une structure autour d'eux en miroir et en loupe. Pas dans tous les cas, bien sûr. On a même quelques camions, mais globalement, on reste au gasoil. Pour ce qui est d'énergie, on utilise aussi la force des vagues, donc l'énergie houlomotrice. On utilise l'énergie marémotrice. On utilise des moulins. Les moulins, ça peut rapporter une bonne source d'énergie, avec une ingénierie correcte. Dans certaines régions où il y a des tornades, leur énergie est exploitée. En poussant un peu le phénomène météorologique, on peut plus ou moins diriger une tornade dans une structure qui va engendrer du mouvement, donc de l'énergie. C'est pas le plus simple, mais c'est très efficace. Donc voilà, dans notre quotidien, on n'utilise aucune énergie spectaculaire. Énergie spectaculaire, et on la garde pour faire des déplacements entre les exoplanètes. Ça, c'était la parenthèse énergie. Et sachez que le mieux dans l'énergie, c'est de créer des choses peu coûteuses en énergie, peu énergivores, d'essayer de vivre plus naturellement. Donc le mieux, c'est de réduire sa consommation, au lieu de trouver une solution à consommer de manière excessive. Aparté énergie close. Alors dans cette ville, il y a le centre. Le centre, il peut être décalé un petit peu par rapport à comment on a envie d'optimiser la taille de nos quartiers, par exemple. Et il faut qu'il soit assez grand pour que chaque fin de quartier, au minimum, ait de quoi laisser passer les camions de pompiers, les ambulanciers, etc. Les villes comme ça ont un diamètre de 5 à 15 km en moyenne. Ça dépend des ressources qu'on a à proximité, histoire de pas tout épuiser en peu de temps. Cette ville, en l'occurrence, la ressource pour laquelle elle existe provient de la terre, donc elle est perpétuelle. Ça veut dire qu'ici peut être placée une très grande ville. Donc le centre de la ville, qui est à l'intérieur de ce rond, fait 15 km de diamètre, pour une superficie de 176 km carrés, un peu plus, ce qui correspond à presque 2 fois le centre-ville de Paris. Alors qu'une ville qui a pour but d'exploiter une mine fait plutôt entre 5 et 10 km, tout dépend de la demande qu'on a par rapport aux matériaux dont la mine regorge et sa taille. Les plus petites n'ont pas de train autour de la ville. Et ce qui est vraiment cool, c'est que quand vous êtes au centre, vous avez accès à tous les quartiers. Après, il y a certains quartiers qui ont des grandes allées sur le centre, comme le quartier de la musique par exemple. Quand il y a des concerts, etc., c'est bien que les gens ils puissent sortir et s'éparpiller. Mais il y en a où on limite l'accès visuel quand on est au centre. Par exemple, on a un autre quartier, c'est le secteur du péché. On y rentre par une porte. Et vu qu'ils sont tous à côté, ça permet qu'une seule personne surveille qu'il n'y ait pas de mineurs qui viennent traîner par là.
Et c'est une porte qui est dans un portail pour qu'on puisse ouvrir quand il y a besoin de faire des interventions, pompiers, ambulances, etc. Avant de vous expliquer l'intérieur des quartiers, je préfère finir sur la partie pratique. Déjà, pour se déplacer, les gens ils utilisent à 90% des rollers ou des trottinettes électriques. Les rollers, c'est parce qu'on fait des bonnes chaussures avec des roues qui se clipsent, donc du coup ça permet de les ranger hyper facilement. C'est pour la place et c'est pour ça qu'on voit pas beaucoup de vélos par exemple. Et les trottinettes électriques, ça va être plus pour les personnes plus âgées ou des gens qui ont un boulot tellement physique qu'ils n'en rajoutent pas quoi. Les vélos, on peut s'en servir plus pour des parcours ou alors aller voir des amis, aller au complexe sportif, plutôt autour de la ville en général. Je trouve ça un peu ridicule de prendre la voiture sur des petites distances et de passer une demi-heure à 1 heure dans la voiture à se garer, etc. pour des trajets qu'on peut largement faire à pied. Et en plus, ces mêmes voitures prennent tout l'espace en fait sur la route. Donc du coup, ça démotive les gens à utiliser plein de moyens de transport super cool qui profiteraient à tous quoi. Dans cette ville, vous avez aussi 4 voies de sortie. 3 pour les plus petites. Ces voies, en fait, c'est juste des fines ruelles où il y a des tapis électriques qui marchent à l'énergie solaire du coup. On a aussi un moteur secondaire qui marche au carburant. Toutes les émissions de CO2 vont dans une sorte de filtre cheminée. Le CO2 est converti en un liquide qui sera plus tard transformé en carburant fossile. Et ça, c'est pareil pour nos usines, etc. Du coup, on évite de faire des émissions et en même temps, on les rentabilise. C'est pareil pour un camion. Il a un pot d'échappement avec un genre de filtre qui va recracher tout ce qui n'intéresse pas et emprisonner ce qui nous intéresse. Et tout simplement, quand c'est plein, il y a un voyant et on doit changer de pot d'échappement. Le contenu de ces pots d'échappement sera transformé en énergie et renvoyé au garage pour les camions. Bref, revenons-en à nos tapis. Du coup, ils servent uniquement à sortir de la ville. Et vous avez d'abord 6 tapis qui sont un peu comme si on passait des vitesses, qui ne font pas partie du même ensemble. Vous allez à 3 km/h, un pas en avant 6, un pas en avant 9, etc. jusqu'à arriver à 21 km/h où là c'est un tapis beaucoup plus long. Et du coup, pareil, quand on arrive vers la fin de cette voie de sortie, on rétrograde de la même manière. Ce qui est cool, c'est qu'il y a largement la place pour 2 personnes. Donc du coup, une personne peut très bien sortir son tabouret et attendre 15 minutes au plus avant d'arriver au bout. Et que quelqu'un qui est un peu pressé, surtout qu'on est dans un monde où on est quand même globalement beaucoup plus sportif que vous, on préfère la marche rapide. Parce que c'est mieux de pas décoller les 2 pieds du tapis, donc de pas courir vraiment. Les plus vaillants font du roller, mais bon. Sachez que s'il y a des thèmes dans chacun de nos quartiers, c'est parce que on y fait de la déco, on y fait une certaine immersion. Voilà, quand on arrive dans un quartier, on est vraiment dans un univers. Et c'est pareil pour nos voies de sortie. Par exemple, parmi les villes, ça change, mais il peut y avoir une voie de rallye. Ça veut dire que les décors des murs vous donnent l'impression d'être sur une piste de rallye et les courbes font que vous avez l'impression de faire des virages alors que vous courez tout droit. Après, vous avez le même principe en F1, mais c'est sur le même parcours. Il y a un côté rallye, un côté F1, avec des illusions d'optique causées par l'architecture. Et il y a des petites basses le long de ce chemin, assez éloignées, mais vu que les rues sont très étroites, en fait, avec très peu d'énergie, on fait beaucoup de son. Elles font juste de quoi faire passer un camion et que des employés pourraient passer de chaque côté de ce camion. Avant, elles étaient pas fermées, mais il y a trop de jeunes qui s'amusaient à sauter, par exemple, au milieu d'un quartier sur la voie. Du coup, ils pouvaient se blesser. Et en plus de ça, finalement, on a besoin de la voie de sortie que quand on est vraiment au centre. C'est là qu'elle est le plus utile. Donc finalement, on a fermé avec des murs et ça a permis de mettre du décor et du son, comme je vous ai dit. Donc par exemple, on peut entendre les vitesses passer, on entend qu'on accélère plus vite ou qu'on freine quand il y a des virages, crissement de pneus. Et bien sûr, ces bruits ils se déclenchent pendant un certain temps quand les capteurs sont activés. Ça veut dire que si personne ne passe, il n'y a pas de bruit. Et quand on arrive à la fin, il y a toujours un bruit intéressant, genre un gros frein, etc. Après, les bruits ils varient, ils sont sur une playlist un peu aléatoire sur chaque capteur et basse. Il y a même des bruits spéciaux quand c'est ce qu'on pourrait appeler Halloween, Noël, Saint-Valentin, fête des pères, mères, etc. Des phrases marrantes en rapport. Par exemple, pendant la fête des mères, tu peux entendre T'es un fils ingrat si tu fais pas de cadeau. Pour celle des pères, tu peux voir Ta présence n'est pas un cadeau. Mais de toute façon, il y en a tellement que même des personnes de 40 ans en redécouvrent. Et du coup, les cadeaux, souvent, on les fait nous-mêmes. Ou alors, on se procure quelque chose que la personne n'aurait pas pensé à commander dans une autre ville ou quoi. On va par exemple customiser un t-shirt ou des chaussures. Bref, vous avez compris. Pour en revenir aux autres voies de sortie, t'as la voie de sortie où t'es dans l'espace, ça commence par le bruit du mur du son, ensuite le chant de la vitesse de la lumière, avec des illusions d'optique pour que t'aies l'impression de tracer, et quand t'arrives à la fin, t'entends le rétrogradage et le vide. Entendre le vide, ouais, elle est très cool cette voie de sortie. Une immersion dans l'espace. Après, pour les zones qui sont à côté du secteur de l'éducation, parce que les parts du gâteau et les quartiers sont répartis par des secteurs, donc le secteur de l'éducation, il y a un univers d'animation avec leurs héros préférés. C'est un peu plus mignon. C'est surtout pour les enfants, quoi, pour les nourrissons et les poussins, c'est juste à côté. Et à l'arrivée, il y a un bruit significatif dans les cartoons quand ils essaient de s'arrêter en plein élan. Après, des voies de sortie dans toutes les villes, elles sont différentes. La dernière voie de sortie, elle est pour les épileptiques en fait. Ça veut dire que ceux qui habitent au bout de cette voie, ben, c'est ceux qui peuvent faire des crises d'épilepsie. Et donc du coup, cette voie, elle est beaucoup plus naturelle, il y a moins d'effets, elle est plus cool à regarder, c'est genre la savane,
la forêt, des trucs comme ça. C'est fermé avec une vitre, mais ils ont vue sur le biome naturel. Donc c'est très cool. D'ailleurs, avoir une maison dans les lotissements près de ces voies de sortie, c'est un avantage qu'ont les niveaux 1, la plupart du temps. Car les personnes qui font d'une famille sont prioritaires sur les maisons proches du secteur de l'éducation. Les personnes épileptiques sont prioritaires pour être après cette voie de sortie. Donc les niveaux 1 ne sont pas forcément près de ces voies de sortie. Par exemple, s'ils travaillent à l'hôpital, etc. Mais en gros, c'est comme ça qu'on répartit les maisons qui sont très légèrement plus grandes. On connaît en pourcentage le nombre de postes dans les usines qui sont de niveau 1, donc c'est pareil, près de la voie ferrée, blablabla, et ça continue toujours dans le même schéma. Comme vous avez compris, la ville, elle se dispose en quartiers comme des parts de gâteau, mais à proportion inégale. Imaginons que vous allez en ville parce que vous voulez une guitare, par exemple. Vous allez aller au quartier de la musique, et tout ce qui est bien matériel se trouve au début du quartier, donc à l'extérieur du centre, ce qui vous permet de pouvoir prendre ce dont vous avez besoin et de retourner sur vos pas, au train ou sur la piste cyclable qui fait le tour de la ville pour rentrer chez vous. Après, les choses trop conséquentes, on les livre. Par exemple, un artiste qui veut plusieurs toiles de différentes tailles, etc., peut très bien les commander à la place pour éviter de faire plein de trajets au quartier des arts. Mais s'il a besoin en urgence, il y en a bien sûr, mais il n'aura pas besoin de s'encombrer de fou. Mettons que cette personne habite en face du quartier des arts, donc au plus loin. Elle aura juste à attendre que soit le train passe de son côté pour s'arrêter directement devant le quartier des arts, et vu que le matériel est au début, elle aura juste à le prendre et à repartir, et à revenir sur ses pas, car le train ne mettra pas longtemps à repasser au quartier des arts, étant donné qu'il ne fait pas un tour complet. Le train arrive toujours pour les heures impaires au centre du secteur du péché, et pour les heures paires, entre la musique et la restauration. Donc juste en regardant l'heure, on peut avoir une idée de où le train se situe en ce moment. Ou elle aura juste à faire quelques kilomètres pour arriver au centre, et donc prendre une voie de sortie qui la rapproche de chez elle, et continuer le reste sur le Tour du Rond. Le Tour du Rond qui est une piste cyclable, mais qui sert aussi aux camions, la nuit quand le train n'est pas en activité. Ainsi que la ville par la même occasion. Même si des gens traînent la nuit, ils savent qu'à une certaine heure, il y aura des camions autour et qu'il faut faire attention. Et encore, il n'y a qu'une route entre guillemets. Les camions peuvent sortir par les trois points cardinaux ouest, nord et est. Et ils rentreront toujours par les sud, que ce soit des camions qui viennent d'une autre ville ou les camions de nos usines ou de notre surface de stockage au sud. Et voilà comment on livre tout le matériel aussi facilement qu'on livre la nourriture. Toutes les zones qui ont le moins besoin d'être livrées doivent être au nord de la ville. Comme ça permet que les camions sortent soit à l'ouest, soit à l'est assez rapidement. Ça permet de ne pas avoir un défilé de camions qui se retrouvent à sortir tous au nord. Et vous pouvez constater qu'il y a une route un peu en biais, où à côté il y a le quartier de la restauration et de la mode, car c'est les deux seuls quartiers où il y a du matériel tout le long techniquement. Ça veut dire qu'on va livrer aussi au milieu de la route, par exemple, le camion des livraisons de nourriture pour le quartier de la restauration ou des fringues pour le quartier de la mode. C'est le seul endroit où on a besoin de livrer au milieu des quartiers. Et du coup, malheureusement, le quartier de la mode est enquartier dans le secteur du péché. Après, ça reste de bonne guerre, vu que la mode et la restauration sont des luxes qui nous coûtent beaucoup de logistique, de temps, de travail, etc. La restauration, c'est le seul endroit qui peut se faire livrer dans la journée, car les camions feront toujours demi-tour sur la route et n'iront pas au centre et ne croiseront jamais de piétons. Et c'est le seul endroit où on peut venir en voiture se garer au bord de la route côté restauration, uniquement le soir quand on va manger, donc à partir de 18h, 18h30. Car comme je vous ai dit, c'est que le soir qu'on prend la voiture pour aller chez des amis par exemple, etc. En dehors de la ville. Petite précision, le travail des camions la nuit est un travail de niveau 1, car il est plus contraignant. Bon, maintenant vous commencez à avoir une bonne idée de la logistique de la ville, donc je vais vous parler des secteurs. Tout d'abord, au sud, sud-sud-est, collé à la route, donc, on a les quartiers de la luxure. On a un quartier pour ceux qui aiment les femmes et un quartier pour ceux qui aiment les hommes. En gros, dans le quartier pour ceux qui aiment les femmes, il peut très bien y avoir des femmes aussi, et pareil pour chez les hommes. Et d'ailleurs, toute personne qui est majeure. Après, quand je dis qu'ils sont séparés, c'est comme les autres quartiers. Ça veut dire que je vous ai tracé des traits, mais en fait, ils sont juste séparés, par exemple, par des bâtiments, des structures, du décor, des choses comme ça. Donc on a bien sûr des espaces, au moins un espace tous les 1 kilomètre, par exemple. Et c'est important de savoir aussi que même les quartiers qui vous paraissent petits sur mon schéma, la largeur du quartier, quand on arrive au début, c'est minimum 1 kilomètre. Donc ôtez-vous l'idée des petites rues où il y a juste une route et des trottoirs pour les piétons. On est vraiment sur des quartiers hyper larges. Donc ce quartier, il nous sert beaucoup en fait, parce que ça motive les travailleurs de niveau 2 à faire 5 heures supplémentaires pour avoir un coupon, entre guillemets. Le coupon n'existe pas. On bip juste son téléphone quand on va au resto ou dans ce quartier, et ça se met à jour automatiquement. Coupon, c'est un terme d'usage entre nous. Et les niveaux 1 en ont un d'office par mois, et s'ils en veulent un autre, il faut travailler 5 heures aussi. Donc du coup, en termes de productivité,
c'est très lucratif. Ces quartiers, en général, ils ont une ambiance un peu glamour, de la petite musique ambiante, c'est spécial. Bon, on peut y trouver des professionnels, je vais pas vous raconter, tout ce qu'on peut trouver dans le quartier de la Luxure, mais je pense que vous avez une bonne idée et au niveau matériel, bah, là, on peut trouver, des sex shops, des trucs comme ça. Mais bon, les petites différences aussi, par exemple, si vous allez dans un bar, il y aura des cocktails aphrodisiaques, des légers et des très lourds. Par exemple, pour un homme, il peut avoir un cocktail avec des mélanges de clous de girofle, ail pressé et gingembre, alors que pour une femme, on va utiliser d'autres stimulants, par exemple, et il y a toujours le léger, medium, hard, etc. C'est juste pour préciser que quand on fait les choses, on fait les choses à fond. Un quartier vraiment perfectionné dans son domaine, si je puis dire. Ensuite, à côté, on a le quartier de la violence. On a tout ce qui est sport de combat, art du combat. Dans les décors, il y a des références d'exploits au combat qui sont vraiment passés. Il peut y avoir des gants suspendus à des câbles. Enfin bref, vous imaginez un peu comment pourrait être le quartier de la violence. En fait, tout ce qui est sport de combat, ça mériterait d'être dans le quartier des sports. Mais ça reste un peu des sports à part qui méritent quand même d'avoir leur lieu, c'est plus cool. Dans la rue, il y a vulgairement des machines à coups de poing. Et quand on s'inscrit dans n'importe quel arts martiaux ou sport de combat, il y a toujours des machines très précises pour savoir à combien on tape et tout. C'est fun et ça permet d'améliorer sa technique. Sachant qu'il y a même des gens dans ce quartier qui peuvent venir faire la queue pour, par exemple, se battre contre n'importe qui aléatoirement, comme s'il y avait deux files d'attente de chaque côté. Il y a des gens qui regardent et c'est juste des gens qui en ont rien à foutre, quoi. Hein, ils ont envie d'un peu d'adrénaline. Ils passent pas par des entraînements, etc. C'est vraiment. Il y en a qui peuvent, hein. Mais je veux dire, il y a un complexe comme ça où c'est vraiment wall again. Ils ont leur propre hôpital, un mini-hôpital avec des soignants, etc. pour les blessures et tout. C'est un service de médecine vraiment qui fait pour les fractures, les nez cassés, les trucs comme ça, quoi. Et il y a beaucoup de jeunes qui se forment auprès de référents dans ce genre de travail-là. D'ailleurs, dans cette structure, il y a évidemment des psychologues, parce que si la personne après a envie de parler à un psy, en général, les gens qui vont là-bas, il y en a quand même pas mal à la fin d'un combat qui choisissent cette solution, qui n'est bien sûr pas obligatoire, mais qui évite quand même pas mal de dépression, etc. Du coup, c'est bénéfique aux jeunes en médecine, et en même temps, les gens qui ont des coups de nerfs qu'ils n'arrivent pas à évacuer, ben voilà, c'est parfait. Après, il y a aussi bien sûr des rings officiels, etc., avec des tribunes. Vous pouvez croiser des sacs dans la rue, taper des sacs pour le plaisir. Sur les murs, il y a des raquettes à différentes hauteurs, on peut s'amuser à mettre des coups de pied dedans, et bref, il y a plein de trucs. Mais c'est pas du tout un quartier dangereux, quoi. C'est un quartier plutôt cool. Non, le seul quartier qui est dangereux, c'est celui qui s'appelle le quartier dangereux. Alors, il est plus petit que les autres. Il est entre le quartier de la violence et des addictions. On a quand même le sens du truc. La déco est mi-folle, mi-psychiatrique, mi-sombre et clownesque un peu. Il y a des phrases du style «Qu'est-ce que tu fais là? Les gens bien ne traînent pas ici». Et là-bas, il y a rien à faire justement. C'est juste un endroit sans loi où il y a qu'une entrée et un mec qui surveille les entrées et qui demande aux gens pourquoi vous voulez aller là-bas en fait. Et on laisse les gens y aller. Il y a beaucoup de caméras et de micros et ça permet de faire des sacrées compilations. On refuse tous les gens sous substance là-bas. C'est-à-dire si quelqu'un est alcoolisé qui veut y aller pour je ne sais quelle raison, bah il va carrément pas lui ouvrir. À la base, cette idée, elle vient parce que nous, dans notre société, il y a très peu de crimes non élucidés. Mais on a quand même des gens qui tuent d'autres gens. Du coup, on comprenait pas pourquoi les gens, ils se gâchaient la vie, parce qu'en fait, s'ils faisaient un crime aussi grave, c'est puni très très sévèrement, et la possibilité d'échapper à la justice est infime. Donc pourquoi? Et c'est là qu'on a créé ces genres de pièges à pulsion. Ça veut dire que les gens, au lieu de prendre des risques à essayer de faire un crime dans la vraie vie, eh ben, ils étaient trop tentés de venir ici. Du coup, on leur fournissait des suivis psychologiques, et ça nous permettait de mieux comprendre les psychopathes, entre guillemets. Et il y a eu beaucoup moins de crimes après. C'est un peu dégueulasse, mais c'est comme ça. Après, ça fait des films grave stylés, hein. Ensuite, le quartier des addictions, juste à côté. Alors, le quartier des addictions, c'est très dur de savoir qui est le dealer, entre guillemets. Parce qu'ils se cachent, ou ils vous font tourner en bourrique, ils vous racontent des histoires, machin. Ils font aussi de la prévention, mais avec style. On les appelle les quelqu'un. Et du coup, les clients, entre guillemets, bah, des fois, ils ont honte, ils vont se parler entre eux, fait, toi, tu, non, 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 moi, non, ah, t'es pas un quelqu'un, tu vois. Genre des trucs comme ça. Et du coup, en fait, ils se sentent cons, c'est fait un peu pour les faire galérer, c'est un peu pour faire galérer les gens qui ont des addictions, quoi. Et si tu causes des problèmes à un quelqu'un, bah, tu vas avoir affaire à quelqu'un d'autre. C'est un peu leur délire, quoi. On dirait que c'est un peu fou comme ça, mais en fait, c'est des gens assez physionomistes qui se rappellent de qui vient, pourquoi, quand, sans forcément avoir de dossier. S'ils te voient jamais, ils vont être super amicaux avec toi, vraiment cool. Et ils vont te demander si tu veux faire une expérience, etc. Mais ils te disent que ça doit rester une expérience, pas plus. Et ils expliquent tout ce qu'ils ont pour, soi-disant, développer l'esprit, etc. T'as l'impression qu'ils t'emboucanent, le mec, hein, quand il te parle. Bref, et ils te filent un truc, et après, il fait genre le mec super vénère et il te dit: «Je veux plus jamais te voir là, vas-y, casse-toi» et tout. En gros, comme si c'était ton père qui d'un coup il t'engueulait, tu vois? Alors que le mec était sympa. Et ça, c'est juste une façon de dire: «Ouais, t'as le droit de t'amuser, t'as le droit de tester des trucs, mais faut pas oublier que si c'est dans ce quartier, c'est que c'est mauvais et c'est abus récréatif, pas plus, quoi».
Et ils agissent vraiment différemment avec les gens à qui ils voient leur tête beaucoup trop souvent, quoi. À tel point que même des fois les gens ont peur d'y aller. Mais ils font jamais rien en vrai, c'est juste pour dissuader la personne de fumer, boire ou pire. Des fois même pour voir si une personne est vraiment accro à un point dangereux par exemple, ils refusent de leur donner. Ils ont totalement le droit. Par contre, si tu les chauffes trop, tu vas voir quelqu'un d'autre arriver ou alors la personne va se transformer en quelqu'un d'autre d'un coup. Tu vas pas comprendre. Après, s'il y a des gens qui sont vraiment perdus dans ça, qui ont l'habitude de boire souvent et qui connaissent et qu'il n'y a pas de bile dans le sens où ils savent ce qu'ils font, entre guillemets, tant qu'ils sont conscients que c'est un suicide à petit feu, eh ben, ils limitent quand même leur consommation parce que ça, c'est des ressources, mine de rien, et faut pas déconner, quoi. Tout a un coût en temps, etc. Pour finir, je rajouterais que dans ce quartier, il y a des salles avec différentes décorations, etc. en fonction ben, des produits qu'aime consommer l'être humain, entre guillemets. Avant de vous en parler, je pense que c'est quand même important de mettre les choses au clair. Au fur et à mesure du temps, on s'est aperçu que l'humain aimait consommer certains produits en vue de certains effets. C'est-à-dire, il y en a qui aimaient les choses physiques, il y en a qui aimaient être connectés complètement à la matière à cause du psychoactif et en même temps d'avoir un effet qui boostait le corps. Donc, on a combiné des choses plus naturelles comme du café concentré, avec vraiment une dose homéopathique des choses très mauvaises. Donc, on remplaçait ce qui pouvait faire l'affaire pour que ce soit moins addictif. Car bien sûr, quand je vous dis qu'on peut avoir tout ce qu'on veut, il y a des choses aberrantes. La cocaïne, le crack et l'héroïne sont des choses beaucoup trop addictives. Donc elles n'existent pas. Ou comme je vous ai dit, avec un pourcentage homéopathique. Des choses comme les champignons, le LSD existent de la même façon, mais les dangers dépendent du mental de la personne. Ils sont beaucoup moins physiques sur le corps. Exemple pour l'alcool. L'alcool c'est très acide. Nous on arrive à le rendre un peu plus basique. Il fera moins de dégâts à l'estomac. C'est un peu la différence de nos systèmes. C'est une métaphore. Vous construisez des choses qui ont pour but de casser, des choses fragiles dans le temps, et vous fabriquez des produits qui rendent accro, alors que vous pourriez ne pas le faire. Comme l'excès de sucre, juste parce que vous savez que le sucre c'est addictif en fait. Bref, on va revenir à la partie qui a des salles dans ces quartiers, etc. Dans chacune de ces salles, il y a un mec qui connaît très bien la psyché humaine et le produit en question, souvent un niveau 4, mais c'est pas aussi contrôlé que ça, tu peux très bien faire une soirée avec des amis, chez toi, ou alors aller jouer avec les niveaux 4 dans leur quartier entre guillemets. Ouais, c'est particulier, ouais. Ensuite, il y a le quartier de la gourmandise. On va trouver beaucoup de glaces, de barbe à papa, de choses transformées. En général, trop sucrées ou trop grasses, mais ça part quand même de très bons aliments. Vous avez par exemple des fast-foods avec ou sans viande. Car quand on va biper, ça va nous enlever un coupon resto et ça va ajuster la prochaine livraison de nourriture. Donc s'il y avait de la viande ou pas dedans, c'est pas le même bip. Et bien sûr, c'est que du congelé pour pas gâcher la nourriture. Et c'est complètement différent que le quartier de la restauration, je vous rassure. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais dans tous ces quartiers, il y a des gens qui se baladent et qui sont là pour faire la sécurité dans chaque quartier. Mais ça, je vous expliquerai mieux dans la partie criminalité. Après, du coup, ils ont une utilité. Ils sont habillés en général comme dans le thème. Et par exemple, dans le quartier de la gourmandise, ils vous apportent des bonbons, des cubes de fromage, des insectes grillés. Mais bref, on peut y retrouver tout ce qui est mauvaise alimentation en gros. C'est un peu comme si c'était le musée de la malbouffe. Ensuite, le secteur du péché, il est encadré entre, la route et une voie de sortie. Donc le quartier dangereux, il est complètement enfermé et les autres quartiers, globalement, ils sont quand même bien isolés, mais il y a des petits passages, quand on veut traverser les quartiers, mais pour ce qui est du secteur, il est quand même coincé entre la route et une voie de sortie. Ça évite que n'importe qui s'y retrouve. Alors, on va passer au secteur de l'éducation maintenant, mais avant ça, faut clarifier deux, trois petits points. Par exemple, les animaux de compagnie. On peut en avoir le nombre que l'on souhaite, bien qu'on connaisse la capacité d'accueil des maisons en moyenne, donc on pourrait limiter, mais chaque animal possédé coûte 1 heure de travail par semaine. Parce qu'un animal, c'est une vie, donc ça coûte à tout le monde d'entretenir votre animal, donc vous travaillez 1 heure de plus. Par contre, si vous voulez des poules, il n'y a pas besoin d'avoir des heures de travail en fait. Vu que ça enlève des heures de travail à certaines personnes, avoir des poules, ça ne vous coûte rien, car on ne vous livre plus de. Bref, franchement, je fais de mon mieux pour respecter les échelles. Là, par exemple, le quartier des sports. Alors, on a un côté collé au mur où on a toutes les tribunes professionnelles des sports extérieurs, de ceux qui prennent le plus de place à ceux qui prennent le moins de place, étant donné que le quartier se rétrécit. Et puis, vous avez toute une partie sport intérieur de l'autre côté, du coup, où encore une fois, c'est pour accueillir en général les sports professionnels. Vous avez du badminton, du squash, bref, tout plein de sports qui se jouent mieux en intérieur, comme le ping-pong. Et à savoir, c'est que quand les professionnels ne jouent pas ou ne s'entraînent pas, même un amateur peut venir profiter de toutes les surfaces du terrain. Jamais on ne ferme ou verrouille n'importe quel accès quel qu'il soit. Sauf si c'est dangereux, bien sûr. Alors, dans le quartier des sports, il y a des paniers de basket à certains endroits. Dans la déco, on peut voir des cages de foot sur les murs, il y a des ballons qui traînent. Il peut y avoir les têtes des joueurs légendaires. À certains endroits sur le mur, il y a des machines pour calculer la pression. Par exemple, si on veut voir la qualité, si nos passes elles sont puissantes en rugby ou si nos tirs ils sont forts en handball, etc. Et pour le foot, c'est une machine un peu type fête foraine. Bien qu'on puisse tenter
une frappe sur le mur qui calcule la pression. Et il y a aussi des paniers de basket qui traînent, etc. dans les endroits optimisés où il n'y a rien. Bref, que des choses relatives au sport. Il y a par exemple aussi du volleyball, mais c'est un peu sous le sol. C'est-à-dire que sur les côtés, si vous voulez, ils ont une armature en bois qui fait 1 mètre, qui est 1 mètre dans le sol. Ça évite que le sable il s'envole. Pour le volley, c'est cool. Bien sûr, au début, il y a du matériel comme d'habitude, mais juste la base, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on se fait livrer aussi. Et voilà, donc tout est optimisé pour caser un maximum de sport, un maximum d'activités cool. Par exemple, dans des petits coins, il y a deux petites cages et on joue à un jeu de dribble assez bizarre au ballon avec des règles. Même si c'est pas le quartier de la violence, il y a des sacs de frappe, c'est toujours marrant. Ensuite, par exemple, vous avez le quartier de la musique. Vous voyez là, les contours du mur, ils sont en forme arrondie. Ça, c'est parce qu'il y a des concerts dedans et il y a des concerts dehors. Le long des restos, il va y avoir des gens qui font de la petite musique d'ambiance. Vous avez des endroits, c'est des musiques à texte. Vous avez des endroits, souvent en extérieur, avec beaucoup de place où c'est de la musique pour danser. Tout le long de la voie de sortie, il y a des sphères complètement isolées de l'extérieur, avec une excellente acoustique. Et du coup, on n'est pas dérangé par les concerts extérieurs ou la voie de sortie, etc. Pareil, vous avez la base du matériel de musique au début et le reste, faut se faire livrer. Bon, pour la déco, je pense que vous avez compris, hein, des pianos, des batteries un peu partout. On peut jouer un peu comme on en a envie. Et c'est les marcheurs que je vous parlais tout à l'heure qui font la sécurité dans chaque quartier, qui vont s'occuper par exemple de bâcher les instruments s'il pleut, etc. Eux, souvent, ils font de l'harmonica, des petits trucs comme ça. Enfin, un marcheur, il essaye toujours de dynamiser un peu le quartier à sa sauce. Pour finir avec le quartier de la musique, plus on est proche du centre, plus on a affaire à des scènes ouvertes, à des amateurs, etc. Et plus on arrive vers l'extérieur, plus les salles sont grandes. Et du coup, c'est des personnes qui arrivent à remplir ces salles qui jouent là, quoi. Et pour les quartiers des jeux, en fait, c'est les jeux virtuels et classiques. Ça veut dire que vous pouvez y retrouver des fléchettes, il y a des billards, des baby-foot, des jeux de cartes, etc. Il y a aussi beaucoup de jeux virtuels, avec un genre de casque VR, un peu comme vous, ou alors des commandes, genre Street Fighter et tout. Enfin bref, il y a énormément de jeux ici. C'est vraiment un quartier où on se la régale. Il y a même un quart de la surface qui est utilisé, où il y a des trampolines, des barres qui sortent du mur en hauteur sur lesquels on peut s'accrocher, des endroits où on peut grimper. Et c'est très difficile de se faire mal ici parce que tout a été pensé pour qu'il y ait des protections partout. Le seul endroit qui n'est pas protégé, c'est le milieu, là où on pourrait faire rouler les camions de pompiers, les urgences, etc. Ça permet de se défouler. Ensuite, vous avez le quartier de la mode. Message à tous ceux qui pensent que la mode est une machination des hommes pour que les femmes soient des objets sexuels. C'est très drôle, étant donné que dans ce monde-ci, ce serait pas du tout la pensée des femmes sur le sujet. Au contraire, il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient réduire plus le quartier de la mode. Et 90% des votes opposants sont des femmes, et du coup on laisse le quartier tel quel, malgré qu'on trouve ça absolument pas logique de fournir autant d'efforts dans l'apparence. Dans le sens où dans le quartier de la mode, vous avez les esthéticiennes, vous avez les coiffeurs, vous avez tout ce qui est soins, apparence, pédicure, etc. Et quand on voit ce que ça coûte en main-d'œuvre, en ressources pour le maquillage, etc., je peux vous dire que c'est un luxe et que tout le monde en a bien conscience, hein. Mais voilà, il faut que chacun y trouve son compte et c'est normal. Dans ce quartier, il y a un tapis rouge. Il peut y avoir par exemple des revêtements de jeans sur les murs ou faux cuir. Faux cuir sur les murs, ça veut pas dire qu'on n'a pas des chaussures ou des blousons, ou n'importe quoi en cuir, hein. Du moment qu'on mange des animaux, on va fatalement recycler tout ce qu'on peut recycler sur un animal, ça fait partie du respect de l'animal. On rend hommage à une bête en se servant de toutes les parties de son corps pour être utile. Par exemple, dans le biome naturel, il y a carrément des niveaux 4 qui y vivent avec leurs animaux. Quand ils meurent, s'ils s'en font des gants ou un blouson, c'est pas par cruauté. Et c'est pareil pour les animaux plus basiques dans les habitations. On peut l'envoyer à quelqu'un dont c'est la profession, par exemple. Ou on peut l'enterrer à un endroit où on va planter quelque chose. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait pour nos cimetières à nous. Là où les bûcherons travaillent, quand ils replantent leurs arbres, ils laissent toujours des places vacantes, tous les temps de mètres, mettons. C'est quadrillé. Ça permet d'avoir un petit peu un cimetière d'arbres et aussi que le corps du coup soit productif en tant que compost. Et quand l'arbre sera en fin de vie, on va dire, quand son bois sera à son paroxysme, il y aura d'abord un appel à la famille pour savoir s'ils veulent des planches à dessiner, des meubles, peu importe ce qu'ils ont envie de faire avec ce bois quoi. Après, comme je vous ai dit, on vit 120 ans en moyenne. Ça veut dire que certains vivent encore plus. Donc, il reste souvent des personnes de la famille qui connaissaient la personne qui a nourri cet arbre. Et là, ils peuvent choisir de le réutiliser complètement ou de le laisser aller à la production naturellement aussi. Les plus conservateurs, ils vont se faire énormément de toiles, des cadres, ça peut aller jusqu'à des instruments, plein de choses. Mais à moins d'avoir une immense famille, c'est rare de recycler tout un arbre. Bref, pour en revenir aux bêtes, bien sûr, dans ce monde, comme vous savez, on mange
une fois de la viande rouge, de la viande blanche et du poisson par semaine ainsi que des insectes, car ça correspond à une certaine valeur nutritionnelle qu'on a besoin et qui n'est pas nécessaire d'augmenter la dose. Il vaut mieux manger de la qualité, des bêtes qui ont été heureuses, etc. Pour en revenir au secteur de la mode, il y a des mannequins en plastique et silicone assez bien faits un peu partout dans la rue avec des styles atypiques. Il y a aussi des vrais défilés, sauvages ou organisés. Parce qu'en fait, il y a une caméra à un endroit du tapis rouge qui est fait pour filmer pendant 2 minutes une fois qu'une personne a tapé 2 fois dans ses mains. Ça veut dire qu'elle reconnaît les gens qui font ça et enregistre des images en conséquence. Donc ça arrive que des gens qui se mettent sur l'an 31 pour aller passer une soirée n'importe où passent dans ce quartier juste pour avoir leur petit délire quoi. Bon, je pense que vous pouvez assez bien imaginer tout ce qui se trouve dans ce quartier. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais il y a des hôtels, hein. Dans chaque quartier, il y a un hôtel immense. Même dans le quartier du Nourrisson, qui se trouve dans le secteur de l'éducation, il y a des hôtels avec des chambres très petites qui servent juste quand un enfant a envie de faire la sieste en fait. Toutes les salles sont sous vidéosurveillance avec le son et la maman ou le papa qui dépose son enfant ici pour faire la sieste a accès à cette vidéo sur son téléphone en direct. Alors en général, on les voit se balader avec un écouteur dans l'oreille. C'est pas impoli, on sait que c'est pour avoir une oreille sur ce qui se passe et ils ne s'éloignent jamais vraiment très loin. Cet hôtel prend vraiment très peu de place. Il y en a plusieurs le long du quartier et ils servent aussi à changer les couches, etc. Du coup, j'essaye de vous faire là les quartiers divertissants avant de vous faire les quartiers les plus importants pour la logistique. Donc là, on arrive dans le biome naturel. Dans le biome naturel, on n'a pas de fondation, on n'a que de la terre, de la végétation, on a des petits lacs artificiels. D'ailleurs, l'eau est structurée par les niveaux 4, puisque le biome naturel, c'est leur zone de jeu. C'est là où va aller quelqu'un qui veut faire du yoga, par exemple, ou même s'il a envie d'aller se balader, etc. Il y a beaucoup d'animaux exotiques et du coup dangereux en temps normal, du style autruche, tigre. Il y a des animaux sympas et les gens se baladent là-bas comme un parc normal, hein. Le maximum de blessés par an, ça représente 2 cas et en général, c'est des niveaux 4 qui jouaient avec les animaux un peu trop forts. Il y a des petites grottes, des petites zones de terre, des buttes faits exprès pour que les petits rongeurs puissent faire des terriers. C'est assez bien organisé pour que chaque animal y trouve un peu son compte. Genre, faudrait pas être choqué de voir un tigre courir après un lapin. S'il arrive à l'attraper, faut savoir que c'est un exploit. Et donc là-bas, il peut y avoir plein de petits cours perso ou en groupe, que ce soit des citoyens niveau 4 ou non. Il y a un genre de pyramide, mais en haut de la pyramide, c'est plat. C'est juste pour faire la salutation au soleil le matin, pour mieux le capter aux aurores. Il y a même des toboggans pour après le yoga. Parce que je sais pas si vous avez déjà fait du yoga, mais on n'a pas très envie de se taper des marches après. Imaginons. Donc il y a des toboggans, c'est assez fun. On peut même voir des animaux emprunter les toboggans, même si de toute façon les animaux font des trucs de fou dans cette zone. Et quand tu vois le rapport que les niveaux 4 ont avec les animaux, on sent qu'il y a une communication, quoi. Mais c'est pas des dresseurs, hein. C'est plus des bons médiateurs. Si je vous dis qu'il y a un lapin qui taquinait un tigre qui faisait une dépression parce qu'il rêvait de l'attraper, et qu'un niveau 4 du coup, engueulait le lapin pendant qu'un autre consolait le tigre, ça vous paraît bizarre? Bah, dans ce quartier-là, c'est pas bizarre, c'est normal. Comme d'ailleurs de voir un humain et une autruche rigoler entre eux, par exemple. C'est des animaux éveillés, en fait. Si je vous dis qu'on a un lion qui a sorti un livre en morse, allez-vous me croire? Et aussi le rire des animaux est particulier. Bref, pour finir avec cette zone, il y a pas mal de shows en rapport avec les animaux. Ou même, il y a des niveaux 4 par exemple, ils peuvent vous poser la main sur la tête et d'un coup vous êtes mort de rire. S'amuser à vous envoyer, par exemple de l'énergie en vous touchant la main qui remonte dans tout votre corps. Genre être enveloppé dans un truc chaud un peu. Bref, ils aiment bien faire du zèle, parce qu'il y a quand même des sceptiques. Et sinon, ce quartier est collé à la voie de sortie au thème de la savane. Ils sont entre un mur avec des effets de perspective pour donner l'impression encore qu'il y ait plus de place. C'est-à-dire ça empêche les animaux d'être claustrophobes. Et pareil pour le mur de la voie de sortie. Entre ces deux, bien sûr, il y a une vitre, hein. Et c'est une voie de sortie où il y a plus de gens assis. Parce que le spectacle est le plus divertissant et surtout le moins monotone. Donc du coup, beaucoup de gens s'assoient au plus proche de la vitre. Et les gens qui courent ou qui font du roller ou de la trottinette dessus, passe naturellement de l'autre côté. Je voulais juste préciser qu'il y avait un coin pour ceux qui se mettent assis et un coin pour ceux qui rushent. Après, ce serait long de tout vous dire, mais par exemple, au milieu de ce quartier, tu peux marcher sur des vitres avec une peinture en dessous qui donne l'impression de marcher dans le vide. Et ces effets de perspective et des murs, ils servent en gros au niveau 4 à jouer avec les animaux, par exemple. Ils peuvent leur faire croire qu'ils sont en train de courir et d'aller dans le mur où il y a de la profondeur, et qu'un animal est en train de le suivre, est-ce qu'il se rendra compte qu'il y a un mur ici, quoi? C'est un peu des petits tests à la con. Et c'est pour ça que des fois il y a des disputes et du coup des rares cas de blessures. Bref, c'est compliqué. Par exemple, s'ils se mettent au bord des vitres, là où il y a l'effet de perspective du vide, et qui font comme s'ils allaient pas tomber, bah des fois il y a des animaux, ils tombent dans le panneau alors qu'ils le savent très bien. Donc ils se mettent à contourner comme l'humain le faux vide. En gros, c'est une façon de les stimuler, quoi. Bref, je vais en revenir avec des choses plus sérieuses.
Par exemple, il y a aussi des maisons à l'intérieur de la ville, mais seulement, par exemple, pour le quartier de la restauration, il va y avoir des gens qui travaillent dans la restauration. Pareil pour le quartier de la mode et tous les quartiers où on a besoin de main-d'œuvre. Souvent, ils sont placés dessus leur structure, si la structure le permet, ou dans des coins random, mais assez éparpillés. Et il y a moins d'habitations que de personnes qui travaillent dans ces divers quartiers, car on peut bien sûr aussi habiter en bout du quartier ou dans un endroit entre notre lieu de travail et celui de notre conjoint, par exemple. Si quelqu'un travaille dans le quartier de la mode et qu'un autre travaille dans le quartier des arts, par exemple, c'est fort probable que leur maison se situera en face du quartier des sports. Après, chez nous, on a une certaine galanterie, donc on préfère choisir dans les maisons qui sont plus proches du métier de sa femme. Après, que ce soit en intérieur ou en extérieur, on a toujours des maisons, soit pour une personne, soit pour un couple, soit pour une famille. La seule chose qui change, c'est le nombre de pièces et une petite réduction du terrain en fonction. Et bien sûr, dans les maisons en intérieur, pour les familles, on a un jardin, mais sinon, on a juste une bonne terrasse ou quoi, de quoi mettre des pots, etc. Bref, c'est pas très important, mais voilà, il y a moins de terre en ville du coup. À part pour les niveaux 4 qui font des maisons en chaume ou des cabanes dans les bois, dans leur biome naturel, même ils vivent dans des grottes des fois. Même s'ils vivent pas tous là-bas, bref, passons aux choses un peu plus sérieuses. Après, pour les côtés plus pratiques, on a le quartier des coordinateurs. C'est un endroit où il y a toutes les structures en cas de problème pour régler les soucis des gens. C'est un peu comme s'il y avait des mairies, il y avait des serveurs informatiques, du personnel qui bosse, quoi. Dans les bureaux pour faire des prévisions sur les besoins. C'est eux qui réparent toutes les failles là où ils en voient. Il y a aussi bien sûr un endroit où on juge les gens, mais il y en a qu'un en fait. Parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je sais pas si je l'ai fait, nous quand quelqu'un fait une connerie, il est directement emmené à l'endroit où on juge les gens. Là-bas, il y a des personnes pleines de sagesse, souvent des personnes âgées, des niveaux 4 aussi, pour éviter les vilains mensonges. Bref, ça c'est là-bas. Et en gros, on trouve des fournitures de bureau ou multimédia au début de ce quartier. Bref, vous avez compris, il y a les bureaux des informaticiens qui mettent à jour l'application universelle, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on règle juste avec l'application universelle ou avec un coup de téléphone. Quand on se déplace dans ce quartier, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de spécial ou d'important à transmettre. Et c'est normal de juger tout de suite quelqu'un qui a fait une connerie à chaud. Et c'est aussi parce qu'on a très peu de personnes qui font n'importe quoi qu'on n'a qu'un seul endroit où on juge les gens. On fait pas d'attente et de procédure comme vous, quoi. C'est rapide. À chaud. Ensuite, on a le quartier de la santé. Donc c'est là qu'on va avoir des ostéos, des kinés, dentistes, bref, les docteurs pour différentes parties du corps ou orifices. Et du coup, bien sûr, à l'extérieur de ces quartiers, il y a des pharmacies. Comme d'habitude, les biens matériels sont à l'extérieur. En l'occurrence, pour le quartier du soin, il y en a à l'extérieur et à l'intérieur. En ce qui concerne les produits de soins, mais ça, c'est pas grave parce qu'on a une route de toute façon qui va au centre de la ville. C'est juste pour vous expliquer qu'il y a une possibilité de rajouter des espaces où on peut stocker du matériel. C'est pareil pour la livraison. Mais du coup, c'est souvent des affaires très légères et peu encombrantes, vu qu'on va devoir se balader avec, comme justement des médicaments, des écouteurs. Bref, revenons au quartier des sciences. Alors, il y a de vrais scientifiques qui travaillent avec du vrai matériel, mais il y a aussi dans la rue des petites expériences sympas, ou des explications d'expériences, des gens qui boivent des cafés, qui vulgarisent les lois de la physique, ou qui font des expériences de pensée, etc. Ça sert aussi à montrer nos progrès actuels, parce que finalement notre quotidien est assez simple, et ça n'a rien à voir avec la technologie qu'on utiliserait pour aller récolter des matériaux utiles sur des planètes hostiles, ou voyager entre les exoplanètes. Les gens sont pas si curieux que ça, parce que la vie est très cool dans chaque ville, donc au-delà de la planète, à part regarder des films créés sur d'autres planètes, ou pour s'intéresser, pour rigoler, mais sinon les gens restent quand même dans leur monde assez proche. On va pas, par exemple, aller sur une autre planète pour y passer une semaine. Quand on change de planète, c'est qu'on a décidé d'y vivre. Bref, pour en revenir aux sciences. En vrai, quand tu te balades dans ce quartier et que tu vois tout un tas de petites expériences qui vont du plus banal au plus incroyable, tu sers. C'est un vrai petit musée. Et justement, il y a le musée. Ben, le musée, c'est comme je vous ai expliqué, c'est de l'intérieur de la ville à l'extérieur. Ça monte les époques, donc du plus bas de l'humanité à notre époque, à peu près. En gros, c'est la bibliothèque de nos erreurs ou de nos bonnes idées. Du coup, il y a tous les biens matériels dans des structures en intérieur sur les côtés du musée qui correspondent aux époques. Et chaque soir, 1 heure après le tomber de la nuit, les hologrammes s'activent pendant 45 minutes. Et là, on a affaire à des spectacles de plus grande envergure qui alternent sur une grande base de données. Exemple, on a 15 heures de spectacle, 45 minutes par jour. Au début du quartier, on va y voir des ptéranodons, des T-Rex. Au fur et à mesure, on va commencer à y voir des hommes, l'évolution, ainsi que des moments historiques en avançant petit à petit. Du coup, tout le monde connaît plutôt l'histoire importante du monde. Assez bien, étant donné que c'est vachement ludique et cool. Maintenant, on va passer au quartier des histoires, mais avant ça, j'aimerais parler des données et d'Internet, parce que comme vous le savez, ça pollue énormément, et il y a beaucoup de façons de réduire ça. Déjà, le streaming, Netflix, Amazon Prime, tout ça,
ça consomme énormément. Il y a une façon très simple, vous aviez eu l'idée avant, c'est les vidéoclubs. Sauf qu'à la place d'avoir un vidéoclub à la con, entre guillemets, je veux dire par là qu'avant, la place que prenait une cassette pour une utilité de 2 heures comparée à maintenant, avec la taille d'une cassette, on pourrait faire un disque dur de 50 à 100 Tera, prévu avec une interface pour pouvoir naviguer entre films et séries et les différents thèmes. On tient pas une liste de qui prend quoi, parce que la plupart des gens vont les ramener. Dans une société où tout est accessible, c'est rare que les gens gardent des choses inutiles vraiment. Même chose pour la musique. Sauf que là, ça se passe au quartier de la musique et pas au quartier des histoires. Et surtout que vous n'avez pas de disque dur en fait, c'est votre téléphone. Ils ont un énorme répertoire de musique en fonction de la boutique, entre guillemets. Et même si vous pouvez les prendre sur un disque dur, la plupart des gens les prennent sur leur téléphone, vu qu'on écoute la musique comme ça. Enfin bref, voilà. On peut avoir de la musique à la télé, on peut avoir de la musique à la radio, et c'est toujours que des trucs neufs. Tout ce qui est ancien, c'est conservé pareil sur des disques durs. Agir comme ça, c'est vraiment pas des détails pour l'empreinte carbone. En plus, Internet est codé avec le cul, donc du coup, rien n'est compressé vraiment, c'est un foutoir. On a beaucoup plus de jeux vidéo solo ou en coopération sur le même écran. Quand vous jouez en ligne, votre console, PC, etc. calcule le temps que vous passez connecté et s'arrête au bout d'une heure et demie. Si par exemple vous lancez une partie à 1h29, il s'arrêtera à la fin de cette partie, même si vous jouez 1h40 par exemple. Après, pour les vrais passionnés, dans le quartier des jeux, il y a des consoles, PC, etc. en LAN, donc ce n'est pas en ligne, et on peut jouer tant qu'on a envie, en alternant avec ceux qui veulent jouer aussi. Bref, donc ce fameux quartier des histoires, il y a donc des disques durs qui sont des formes de plateformes de streaming en fait complètes, mais qui n'utilisent pas les données pareilles. Juste pour info, c'est ce genre de quartier, par exemple, qui a aussi des choses à emporter côté intérieur, car ce sont des choses légères. Bref. On a aussi des disques durs qui peuvent permettre d'apprendre n'importe quel métier, avec des référents qui ont travaillé dessus pour vraiment que la théorie soit au maximum avec les images. Du coup, quand on veut changer de branche de métier, ça peut même être de la physique très compliquée. Étant donné que tous les calculs, etc., vous seront expliqués, on va dire que c'est vous et votre motivation qui feront le reste. Pour rappel, dans ce monde, pour les métiers communs, on n'a pas besoin d'être qualifié, mais certains préfèrent prendre de l'expérience avant d'y aller pour montrer, pour pas passer pour des cons, quoi. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que les livres autorisés n'étaient que les livres écrits à la main. Parce qu'il faut savoir que dans l'espace d'un bon livre, mettons de 200 pages, en termes de données, la différence est aberrante, quoi. On a une histoire d'un côté et on a 50 téras de l'autre. Donc bon, si le livre n'est pas écrit à la main, c'est même pas la peine. C'est aussi dans ce quartier qu'on imprime ces livres et où on peut vous mettre des photos sur le format physique, que vous puissiez encadrer, etc. Il y a des gens aussi qui demandent des montages sur cadre numérique de plusieurs photos, et même certains des vidéos, bref. Ça fait un peu partie de l'histoire, sa propre histoire, et du coup c'est ici. Pour revenir vite fait à la gestion des données, exemple, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, toutes ces choses, chez nous, nous n'avons qu'un réseau social. Et il est plus complet que les 4 que j'ai cités réunis. Sur ce réseau, vous pouvez même choisir d'aller dans la partie rencontre avec des méthodes différentes de sélection des personnes, on va dire. Donc encore une fois, il réunit quelques idées de beaucoup de vos sites de rencontres pour en faire un seul. Ça évite qu'on ait de la main-d'œuvre éparpillée partout, des sociétés mobilisées à droite à gauche pour entretenir ou faire des mises à jour stupides ou réfléchir à des machinations marketing par exemple. Mais c'est pareil pour un FIFA chaque année, 1 million de jeux de tennis différents. Chez nous, on en a un qui a des mises à jour et qui est optimisé tout simplement. Le problème, c'est qu'on utilise beaucoup d'énergie à faire du fric et pas assez d'énergie à rendre service ou à faire des choses vraiment bonnes ou productives. Ah ouais, surtout le marketing. Non mais quand vous voyez Free, Orange, Bouygues et toutes ces conneries qui vous font des sous-clauses, qui vous baissent, qu'ils en peuvent plus. Le service client, il est horrible, il est tout ce qu'il y a de plus compliqué. Et c'est fait exprès justement pour que les gens ne puissent pas se faire rembourser ou quoi. On leur montre clairement qu'il n'y a aucun pouvoir, les employés ne peuvent jamais rien faire. Vous vous êtes juste fait vaseliner quoi. Tout ça, c'est des choses qui vous rendent la vie infernale, alors qu'on pourrait faire tellement plus simple. Nous, nos opérations téléphoniques ou Livebox, ça n'arrive jamais en fait. Il y a un problème tous les 5 ans, allez, on va appeler, c'est une petite connerie. Imaginez la main-d'œuvre gagnée ne serait-ce qu'en service client. Du coup, on va parler des toilettes dans la ville. Comment ça fonctionne? Alors, vous avez les toilettes en intérieur, qui pareil, ont des canalisations où l'eau est recyclée ou plutôt réutilisée, car c'est juste pour tirer la chasse et c'est pas une eau qu'on va boire, donc elle est juste assainie. Voilà pour tout ce qui est urine. En ville, du coup, c'est en intérieur, dans un commerce, dans un bar, ou même incrusté dans les murs, on peut facilement aller aux toilettes. Pour la grosse commission, ça se fait au pied des arbres en fait. Faut savoir qu'il y a des arbres à peu près tous les 500 mètres, 1 kilomètre dans la ville, dont un immense au centre. S'il y en a un gros au centre, c'est parce que là où les quartiers se resserrent, il n'y a pas d'arbres. C'est pour ça, là où il y a de la place, il y en a à peu près tous les 500 mètres. Là où il n'y a pas de place, il n'y en a pas. Donc s'il peut y avoir 1 kilomètre sans croiser d'arbres par exemple.
Quand je dis pas de place, je veux dire que pour nous, un arbre doit avoir largement de quoi s'étaler avec ses racines. Donc autour de ces fameux arbres, on a des petits brise-vus d'environ 2,50 m en cercle autour de lui. Il y a des cabines en bois avec des trous. Quand vous arrivez dans la structure en rond, vous avez une planche à prendre. Dans les cabines, il y a 2 seaux sur lesquels vous posez votre planche. Et il y a un trou. Quand vous avez fini, la planche, vous la mettez contre les brise-vus au bord. Vous allez chercher une pelle. Avant de prendre la pelle, vous vous désinfectez les mains avec de l'eau structurée, avec le robinet quoi, histoire que la pelle soit pas pleine de bactéries. Bref, vous mettez un coup de pelle de terre et voilà, c'est fini. Il y a des gens, c'est leur métier de prendre les planches qui traînent autour, de les désinfecter, de vérifier qu'il y ait toujours un tas de terre et de changer les cabines de place quand le trou est plein. Ça permet de nourrir l'arbre, de pas utiliser d'eau pour tirer la chasse. Et puis on va pas se mentir, il y a pas grand monde qui va chier à l'extérieur quoi. C'est seulement pour les urgences et ça satisfait très bien. Hygiéniquement c'est top et au niveau de l'arbre c'est top. C'est en partie pour ça que nos arbres sont si majestueux. Pendant qu'on est sur le sujet, c'est important que vous sachiez qu'à l'intérieur des maisons, il y a des canalisations différentes. Il y a la canalisation de l'eau de source, donc il n'y a pas de vasque en dessous parce qu'on ne s'en sert pas pour les choses du quotidien, même pas pour se laver les mains, elle est utilisée uniquement pour remplir des bouteilles et boire. Ensuite, vous avez l'eau de la douche qui passe par tout un circuit pour être assainie, lumière ultraviolet, fibres, sable, tout ce que vous pouvez imaginer pour la filtrer. Nous, ça fonctionne par maison, mais ça peut très bien fonctionner par lotissement avec une station d'épuration. Mais les produits qu'on utilise dans la douche, c'est les produits qu'on pourrait manger en fait. Et on utilise bien sûr l'eau de la douche que pour la douche, car le corps absorbe l'eau à son contact. Du coup, l'eau de la douche, vous pourriez très bien la boire, même si ce serait pas le top. Donc la canalisation de la douche, c'est la même qui est utilisée pour se laver les mains. Ensuite, on a une canalisation unique pour l'urine. On va toujours réutiliser la même eau pour tirer la chasse. Et pour ce qui est de la grosse commission, c'est des toilettes à aspiration avec très peu d'eau. Et là, c'est entre chaque lotissement qu'il y a un endroit où ça atterrit. Ou bien sûr, il y a des gens dont c'est le métier, par exemple, de rajouter des choses sèches, etc. Enfin, de gérer avec l'énergie apportée de la terre, etc. Et qui va bien sûr récolter quand c'est plein et prêt à être dispersé dans un champ. Les toilettes qu'on utilise pour les selles, justement, ont la possibilité de se fermer afin qu'on puisse les nettoyer et les désinfecter comme il faut, sans faire tomber de produits nocifs dans la canalisation. C'est vraiment important de repasser à l'eau et d'éponger le surplus, d'essorer le surplus. D'ailleurs, on utilise l'eau des toilettes pour faire pipi qui sont juste à côté, car c'est une eau très claire et c'est pas grave s'il y a des produits chimiques qui vont dedans de toute façon. Ça évite même d'en rajouter. Les canalisations qu'on change le plus souvent, c'est celle de la douche, souvent justement à cause des cheveux. Donc les gens ils font assez attention, ceux qui ont les cheveux longs, ils se brossent les cheveux avant. Et le surplus, il faut le jeter dans la poubelle à compost, parce que les cheveux c'est un super déchet organique, ainsi que les ongles par exemple. Pareil pour la coquille d'un œuf, la peau d'une banane, enfin bref, plein de choses. Pour finir avec les canalisations, ce qui est machine à laver et lave-vaisselle, pareil, ils ont leur propre circuit. Et au niveau des produits qu'on utilise, on les met directement dans la réserve de l'eau. Ensuite, la seule chose vraiment différente dans nos maisons, ce serait les toits. Dans nos murs porteurs, il y a 4 piliers métalliques, ainsi que des renforts. Ils supportent toute une structure sur laquelle on peut mettre des panneaux solaires. Et c'est cette structure qui fera office de toit. Il y a une trappe dans chaque maison qui mène au compteur, qui se situe dans une petite pièce au-dessus de la maison, où vous pouvez gérer l'énergie des panneaux solaires, etc., leur rendement, tout ça. Bon, là, vous avez une bonne grosse idée de l'intérieur de la ville, même si j'ai pas encore parlé du secteur de l'éducation, je vais y venir. Faut savoir que les quartiers sont tous plus ou moins placés à des endroits optimaux par rapport à la logistique, comme je vous l'ai expliqué. On a aussi le quartier Fouilly, c'est en gros le quartier où il y a plus de matériel à l'intérieur vers le centre et à l'extérieur, et où il y a de la place pour placer n'importe quoi provisoirement. En gros, c'est un endroit où on pourrait rajouter des choses. On peut y placer des maisons en attendant ou n'importe quoi. Parce que nous, pour faire tenir un quartier, on n'a pas besoin de gens pour encaisser, surveiller ou quoi que ce soit. Donc en fait, par exemple, vous rentrez dans une salle de jeu, vous allez avoir 2 personnes alors que la salle de jeu est immense et c'est eux qui gèrent tout. Ah, du coup, je vous ai pas parlé du quartier de la restauration. Contrairement au quartier de la gourmandise, là-bas, il faut réserver parce qu'il n'y a que du frais au restaurant et aucun gâchis, aucune perte. Car on choisit ses plats à l'avance sur le menu du restaurant. Il y a un restaurant pour chaque culture ou région du monde dans le quartier de la restauration, qui est complet et immense. Et justement, on choisit son plat et le grammage qu'on mange en général. Parce que les gens qui ont une activité physique intense tous les jours peuvent manger jusqu'au double d'une personne qui ne ferait rien de la journée quasiment. Donc c'est un peu important de préciser le grammage et en fonction du grammage que vous avez choisi global et de tous les produits que vous avez choisis, etc. Il y a une IA qui va trier le nombre de viandes, de féculents, de légumes, de produits laitiers, etc. par rapport au choix que vous avez mentionné. Et du coup, elle passera des commandes à divers endroits et les commandes sont passées à chaque
chaque fois qu'un camion peut être rempli. Quand vous choisissez un plat, vous pouvez donner un indice de 1 à 5. L'indice, il sert à savoir si ça vous dérange pas de manger un plat trop gras ou si vous voulez un plat parfaitement sain. Et partant de n'importe quel plat que vous allez choisir, il sera cuisiné de manière plus ou moins saine. Du coup, c'est un petit peu bizarre parce qu'il faut commander au minimum 4 jours à l'avance, mais pour faire aucun gâchis, être sûr de manger frais. Et le fait d'avoir ces pré-démarches, ça limite le nombre qu'on va avoir besoin de serveurs. Ils sont surtout là pour les boissons, pour vous accueillir, amener les plats quand ils sont prêts, bref. Et on ne paye pas car au moment de la réservation, un coupon restaurant est utilisé pour chaque adulte dans la réservation. Vous pouvez choisir entre les numéros de table qui sont disponibles et donner le nom qu'on mettra sur votre table, qu'on vous demandera à l'entrée du restaurant. Et contrairement à vous, par exemple, nos employés dans le quartier de la restauration ne sont pas surmenés, ils font les mêmes heures que tout le monde. Si on n'a pas assez de gens qui veulent travailler en restauration, eh ben on aura moins de coupons restaurant et puis c'est tout. Mais bon, ce genre de problème n'arrive pas. La restauration ne peut pas être un métier de niveau 1 au même titre que coiffeur parce que ça peut pas causer de problème dans l'immédiat. Si par exemple on manque des boueurs, ce métier va passer niveau 1 parce que ce serait plus embêtant pour la communauté si on n'avait plus de camions de tri, de compost, que si on se faisait pas couper les cheveux par exemple. Ou baisser son quota de repas au restaurant par mois quoi. Si on compare avec une ville de votre côté, vous par exemple, tout est exigu. De temps en temps, il y a des petites places, il y a des petits parcs qui sont ridicules. Dans cette ville, à chaque fois que vous rentrez à l'extérieur de la ville, le quartier est immense. Ça veut dire que quand vous êtes au milieu de la rue, vous avez une place incroyable. On pourrait surélever et donner des étages à la ville, mais on n'en a pas besoin. Donc, on n'optimise pas la hauteur. Mais les choses hautes chez nous, ça va être les tribunes, la petite pyramide, par exemple des grandes salles de musculation, de concert. Les restaurants, par exemple, peuvent être au maximum sur un étage et au-dessus, ça va être les habitations, par exemple. On a plus de visibilité, plus de soleil, de place, de décoration, pas de virages partout, de routes. Pour vous, l'air ambiant, c'est tant qu'on peut respirer et qu'on meurt pas, c'est bon en fait. Excusez-moi, de votre côté, il y a que des boutiques pour acheter des choses, énormément de fringues ou d'endroits pour acheter, énormément de stands de bouffe partout, gâchis monumental de qualité et de nourriture. Et rien qu'avec ces deux secteurs, je pense qu'on a 70% de la ville. Sans compter que vous avez les maisons n'importe comment un peu partout dans la ville, etc. Aucune équité dans les logements, par exemple. Comme je vous disais, le centre de la ville que je vous propose fait presque 2 fois le centre-ville de Paris. Et par exemple, dans le centre-ville de Paris, bah, vous avez 11 millions de personnes qui y logent. 11 millions de personnes, c'est plus que le nombre de personnes qui servent à faire tourner toute cette ville et les secteurs extérieurs de notre ville. Nos usines sont performantes, il n'y a pas besoin de beaucoup d'humains pour la faire tourner. On préfère envoyer plus d'humains coupés et bien replanter du bois sans utiliser de matériel énergivore. Car quand je vous dis qu'on travaille 28 heures et qu'on a 8 semaines de vacances, c'est vrai que les 28 heures sont assez fixes, mais les semaines de vacances varient complètement. Parce que des fois, il arrive que on nous offre des vacances parce qu'en fait, on est trop à faire tourner la ville, alors qu'on est moins que dans le centre-ville de Paris. Enfin, faut réaliser le délire. Et qu'on fait tourner la partie extérieure en plus. Ça, c'est pas de la magie, c'est juste que si on supprime l'argent, tout devient beaucoup plus simple. Absolument tout. D'ailleurs, on va arriver au système de l'éducation, et même si en France, vous n'êtes pas totalement concerné, dans certains pays, étudier c'est cher. Et encore un point important, là, franchement, vous auriez bien besoin d'un baby break. Ça vous ferait vraiment pas de mal, je pense. Quelques années. Pas en mode dictature, avortement, etc. Juste en mode laisser seulement les femmes d'un certain âge qui, par exemple, au bout de quelques années, n'auront plus l'occasion de faire des enfants. Donc c'est logique qu'elles, on leur laisse la liberté. Ou plutôt la priorité, diminuer fortement, ça serait cool, quoi. Pensez aux enfants qui sont déjà nés aussi. Ça vous permettrait de faire du bien aussi à l'éducation, parce que des élèves avec un système d'éducation minable, et en plus qui sont très nombreux, n'apprennent rien du tout. Ils apprendraient plus, limite, si on les laissait dans la nature. Et c'est pour ça qu'on en vient au secteur de l'éducation. Donc le premier secteur, c'est celui du nourrisson. Alors comme d'habitude, à l'entrée du quartier, le matériel, donc les habits, les couches, tout ça. Dans ce quartier, le sol, c'est de la moquette, principalement. Il y a des petites aires de jeu à l'échelle d'un petit qui a moins de 3 ans, quoi, des petites choses. Alors ça peut être éveil ou coordination qui vont être travaillées. Et il y a plein de petits jeux d'éveil un peu partout, genre sur des tables comme ça en plein milieu de la rue, où par exemple ils sont à taille à peu près quand une femme porte son enfant, quoi. Du coup, elle peut, en passant, lui montrer des machins, etc. Et ça permet de parler avec les autres mères. Bref, je parle que des femmes, mais il y a des pères aussi, hein. Donc dans cette rue, il y a beaucoup de mamans qui échangent sur le personnel des crèches,
babysitter, nounou, etc. C'est un des rares domaines où on recrute pas directement via l'application universelle, par exemple, mais par le bouche à oreille, les connaissances, etc. Et comme je vous ai dit, le quartier, pas trop de déco, surtout des couleurs en fait. Des couleurs, des formes. Il y a aussi plusieurs grandes peintures qui rappellent le monde métaphysique. Parce que quand on vient de naître, c'est qu'on sort du monde métaphysique, entre guillemets. Et du coup, ça les stimule. En général, les nourrissons, quand ils regardent ces peintures, ils ont les yeux écarquillés. Bref, quand les parents jugent que leur enfant est prêt à aller chez les poussins, il va chez les poussins. Ça peut même être à 2 ans. Là aussi, on a de la moquette au sol, moins. Là aussi, il y a des habits au début du quartier, avec les affaires basiques qu'a besoin un enfant chez les poussins, crayons de couleur, etc. Alors tout le reste, c'est une immense cour de récré, avec des salles de classe plantées un peu partout à différents intervalles. Sur les murs, il y a beaucoup d'énigmes, de règles de grammaire, des calculs, même des fractions. Il y a aussi des phrases qui portent sur la métaphysique. Que reste-t-il quand tu fermes les yeux? Pourquoi les sensations? Pourquoi l'imagination? Bref, rien qu'avec ce qu'il y a dans la cour, ils peuvent déjà quasiment apprendre à lire et calculer. À l'image de notre ville, dans cette grande cour, les endroits pour dessiner sont décorés pour que les enfants comprennent tout de suite où se diriger. Il y a toujours des adultes dans la cour qui jouent avec eux et qui leur demandent pourquoi ils iraient pas dans certaines classes en fait. Parce qu'on ne dirige pas un enfant ou même un humain comme dans votre société comme si c'était un débile, on le laisse prendre ses décisions. Bien sûr, il est entouré d'adultes, donc s'il a des lacunes, ils vont le diriger bien sûr. Par contre, si un enfant rentre dans une classe qu'on lui demande de lire et qu'il arrive à lire une page entière d'un livre, la maîtresse elle va lui dire t'as plus besoin de rentrer dans cette classe. Et ça c'est hyper important parce que c'est pas comme si on les forçait à apprendre quelque chose, c'est eux qui font la démarche d'aller dans la salle de classe. Et surtout quand un enfant il tilt sur quelque chose il y a des choses qui se débloquent dans son cerveau et qu'il est en train de comprendre, tu peux voir un enfant, passer 4 heures, dans une salle de calcul, sans souci. C'est l'enfant qui décide quand il en a marre. Alors justement à ce sujet, nous tous les films qu'on fait, ils ont un but. Par exemple pour les nourrissons, on fait les choses les plus simples à comprendre possible visuellement, très peu surchargées, très calmes et ils sont optimisés, pour «l'éveil» entre guillemets et pour laisser du répit, à certains parents des fois. Et ceux des poussins par exemple, sont hyper éducatifs. Ça veut dire que, il y a un film où c'est une super histoire, et cetera, avec de bonnes valeurs et morales obligatoirement. Faut que l'enfant apprenne quelque chose, au niveau des valeurs morales et la loi du cœur. Mais il y a toujours un aspect pédagogique où, tel héros va devoir lire, comme si c'était, le truc de dingue, apprendre par exemple, ou alors pour un autre héros, ce sera, calculer ou je ne sais quoi. Bref, on essaie de rendre l'apprentissage, ludique. Et si je vous dis que ça, c'est des films pour les poussins, c'est parce que quand on est jeune pousse, c'est qu'on sait lire, écrire, compter, calculer, etc. C'est les parents qui prennent la décision en accord avec leur enfant. Un professeur peut s'y opposer si il reste des lacunes dans un certain domaine, mais c'est rare, parce qu'en général, les parents ils connaissent bien le niveau de leur enfant, donc il n'y a pas de souci. Et sachez qu'on n'accorde pas une grande importance à la grammaire. 80% des adultes font des fautes, et tout le monde s'en fout. En moyenne, on arrive jeune pousse entre 5 et 7 ans. Chez les jeunes pousses, on va avoir des demi-après-midi roller, mais sinon c'est globalement le même principe. Et c'est aussi vers cet âge-là qu'il y a des enfants qui se souviennent de leur vie intérieure en fait. Et quand pour eux c'est vraiment limpide, on les considère plus comme des enfants parce que ça les ferait chier, et ils ont pas envie de traîner avec des gosses. Donc du coup on les envoie au niveau 1, et là ils peuvent perfectionner un domaine ou en choisir un autre. Ils ne sont pas traités comme des enfants par les autres personnes étudiant un métier de niveau 1. Ce cas représente un peu moins d'un cinquième des enfants. Bref, on va passer aux jeunes pousses. Toujours le même principe pour le matériel. Car tant que notre croissance elle est pas finie, on va pas s'habiller au quartier de la mode par exemple. Et le matériel scolaire aussi, c'est pour une raison de pratique. Déjà, sachez que les jeunes pousses sont envoyés en fonction des horaires de leurs parents. Ça veut dire que souvent entre 7 heures et 9 heures ils arrivent et ils repartent du coup plus ou moins tard en fonction de l'heure à laquelle ils sont arrivés. Après, c'est pas strict ou organisé du tout, hein, c'est juste que l'école ça dure de 7 heures à 18 heures. Après, le temps que l'enfant y reste, ça dépend des parents, de l'enfant, voilà quoi. Rien de strict. Ça permet de faire un roulement, et les parents voyaient plus leurs enfants du coup. Sinon, c'est le même principe que chez les poussins, à part qu'il y a plus de salles de cours. Il y a des cours de société, parce que c'est hyper important de savoir dans quel monde on vit, plus que le théorème de Pythagore en tout cas. À côté de ces salles de cours, on a toujours des pions qui jouent aux acteurs un peu. Et par exemple, pour les mathématiques de haut niveau, à côté de la salle, il y a un mec qui fait des équations sur un tableau en blouse, c'est un physicien, il est en train de jouer une scène quoi. Il y a des salles de connaissances globales en médecine, où il y a des gens qui peuvent carrément simuler
un bloc opératoire un peu déjanté, quoi. Et du coup, les enfants, ils peuvent discuter avec ces gens-là, et cetera, et s'orienter vers des métiers. On essaye de faire ressortir tous les métiers qu'on a le plus besoin au début, ce qui est normal en fait. On a aussi des classes qui représentent les métiers physiques avec des mini-ateliers. Bref, les jeunes pousses, c'est vraiment l'endroit où on va choisir sa voie générale. C'est là qu'on sait si on est plus physique ou théorique. Comme je vous ai dit, quand on arrive ici, on a entre 5 et 7 ans. Si on veut accéder à l'étape supérieure, il faut valider certaines matières. Il faut savoir comment fonctionne la société, un minimum. Il faut savoir donner la base des premiers soins en matière générale et comment réagir face à une situation imprévisible dans la rue. En gros, vous savez vous servir d'un défibrillateur, comment approvisionner en air quelqu'un qui s'étouffe, faire des massages cardiaques, du bouche à bouche, etc. Ainsi que comment réagir face à une agression, etc. Nous, on apprend aux jeunes à s'en mêler, bien sûr. On se mêle toujours des affaires des autres. On leur dit, si vous vous mêlez d'une histoire à un problème soudain apparu en ville, tous les gens vont réagir comme ça. Vous serez en sécurité, il n'y a pas de souci. Il faut oser. Après, cette partie-là, c'est à partir de l'adolescence que ça va commencer à les concerner, bien sûr. Vous savez aussi tout ce qui se recycle de ce qui ne se recycle pas. Et pourquoi? Ça, c'est tout ce qui est obligatoire pour passer au niveau supérieur. Et ensuite, en fonction de la voie ou de ce que vous préférez faire, si vous êtes plus attiré dans les ateliers manuels ou à approfondir vos connaissances en maths, par exemple, alors vous irez à la forge. Il y a la forge physique et la forge théorique. Les enfants qui passent ce stade sont considérés comme des adolescents, bien qu'il n'y ait pas d'âge pour arriver à la forge. En moyenne, on y arrive à 10 ou 14 ans. Alors, à quoi ça ressemble la forge partie physique? Bon, exemple, j'ai 12 ans. Déjà, la première salle du quartier, c'est une salle d'orientation sur tous les stages qui sont possibles de faire, etc. En agriculture, avec les camions, dans le bâtiment. Quand vous êtes jeune, vous ne forcez pas. Vous êtes spectateur, on vous apprend. C'est comme un cours. On peut vous demander d'aller chercher, bien sûr, un pinceau ou des boulons dans le camion, mais c'est interdit de forcer quand on est jeune. On est spectateur. Ensuite, la plupart des salles et des cours qu'on pourra avoir, ce sera sur l'alimentation, pour avoir un bon apport en protéines et dans tout le reste, parce que ça fait partie du physique. Il y a des salles de renforcement musculaire. Encore une fois, quand on est jeune, on apprend là-bas. Ça veut dire qu'on va soulever des poids ridicules, par exemple 500 grammes avec les épaules. On va expliquer pourquoi ce mouvement, quel muscle il fait travailler, etc. Mais leur but ne va pas être de prendre du muscle, plutôt de stimuler et d'en faire très peu. Par contre, ils ont beaucoup d'étirements. Pareil, ils doivent connaître car c'est important pour leur croissance et ça fait partie des choses utiles à savoir quand on veut pas avoir de problèmes physiques que peuvent entraîner certains métiers. Ils ont aussi plus de cardio du coup et connaissent parfaitement leur corps. Il n'y a aucun prérequis pour commencer à travailler. Si un étudiant de la forge se passionne pour un métier en stage, il va tout simplement garder ce métier le temps qu'il en a envie. Même si c'est maçon et que le petit a 12 ans et qu'il passe plus de temps à regarder qu'autre chose, c'est pas grave, il apprend. Il sera là pour passer le matériel, pour lui faire plaisir, mettons rentrer quelques vis ou essayer de percer un peu un mur, mais ce sera jamais avec une cadence folle et toujours son choix. Étant donné qu'il reste jeune, il peut aller à l'école au lieu d'aller au travail. Ça peut être parce qu'il a envie de voir ses camarades, parce qu'il a envie d'apprendre d'autres choses qui peuvent être en rapport ou non avec le métier qu'il fait actuellement, et ce jusqu'à ses 18 ans. 18 ans, c'est la date butoir de la forge, où soit on connaît les métiers qu'on préfère, parce que comme je vous ai dit, c'est pas rare d'avoir plusieurs métiers, donc on s'engage un minimum envers certains secteurs, même si on peut changer à tout moment, mais on n'est plus considéré comme étudiant. Si vous voulez faire de la muscu, vous pouvez avoir chez vous une chaise romaine, un banc pour le développé couché, une petite structure pour les lombaires, en bref, que des machines très simples et très efficaces, avec un espace réduit, transportable facilement. Bref. Après, certains ne préfèrent pas s'encombrer et vont donc dans le quartier des sports où il y a une grande salle de musculation ou au complexe sportif pour faire de la muscu en extérieur, etc. Si vous choisissez de continuer, vous irez au niveau 1 des métiers physiques. Ensuite, pour la forge théorique, c'est légèrement différent dans le sens où on n'est pas limité par notre croissance. L'important, c'est juste d'accumuler et de valider des connaissances, que ce soit en médecine, en mathématiques, informatique, etc. Il y a un peu moins de stages, mais il y en a quand même. Tout dépend le domaine. Il y a plus de stages en médecine, par exemple, que dans le domaine des maths, mais il y a un peu plus de stages informatiques que celui des maths, par exemple. Une fois qu'on a validé un certain nombre de connaissances dans un ou plusieurs domaines, on a la liste des métiers de niveau 2 qui nous sont accessibles avec ces connaissances actuelles, ou alors il faudra aller au niveau 1 où là vous atteindrez le paroxysme et les limites de votre art entre guillemets. Donc dans ce niveau, les métiers physiques et théoriques
sont mélangés. Voilà, donc bon, pour les métiers physiques, on forme des machines de guerre. Parce que pour être niveau 1, c'est soit que le métier est très rude, soit qu'il faut faire des déplacements et par conséquent qu'on est moins avec sa famille, soit que le travail est de nuit, ou encore dans des lieux dangereux avec des fines particules, par exemple, qui émanent de la source du travail. Donc ils ont des notions supplémentaires sur la sécurité et tout un tas de domaines par rapport à tout ça. C'est aussi au niveau 1 des métiers physiques que commence la vraie musculation du corps. Et pour tout ce qui est théorique, il y a des cours beaucoup plus poussés, des simulations d'opérations pour le côté de la médecine, etc., etc. Contrairement à ce que vous pouvez penser, il y a plus de métiers physiques de niveau 1, car on ne manque pas d'intellectuels. Il y a une grande part du quartier qui est prise aussi par la médecine. Tout ce qui est ingénieur terrestre, c'est niveau 2. Les trains, les machines utilisées dans les usines, etc. Et tout ce qui est technologie avancée, intergalactique entre guillemets, c'est ceux qu'on pourra retrouver dans le niveau 1. Et comme vous avez pu le constater, il n'y a aucune forme d'étude pour être niveau 4. Seulement, dans les cours de société, ils prennent conscience de à quoi ils servent et de comment ils en sont arrivés là. Régime alimentaire, etc. Il y en a, c'était des feignants. Il y en a qui avaient une profonde connexion avec le monde, bref, des conneries comme ça. Et rien ne les empêche de faire des stages avec des niveaux 4. Mais il n'y a pas de formation au sens propre. Je vais pas m'étaler car ça ne vous concerne pas, donc on va passer à la partie crime. Déjà, il y en a beaucoup moins parce que le système est équitable et juste. Si on enlève l'argent de l'équation, il y a beaucoup moins de criminels. Dans votre système, les prisonniers sont enfermés et on utilise de la main-d'œuvre pour les surveiller. Donc vous êtes doublement perdant en fait. En plus qu'une prison coûte des ressources. Chez nous, pour un crime mineur, par exemple des jeunes qui se sont embrouillés et la personne en tort casse le nez de quelqu'un, elle peut prendre jusqu'à 2 ans maximum. Dès le moment où les blessures sont graves ou que la personne a des séquelles d'une quelconque façon, ça passe comme un crime médium. Pour les crimes mineurs, on est juste assigné à l'hôtel. On ne sort que pour le travail, sinon on reste dans sa chambre d'hôtel et c'est le veilleur de nuit qui prend en compte les allées et venues. Le prisonnier, entre guillemets, doit travailler 35 heures par semaine. Si sa peine était de 110 semaines, par exemple, et qu'il choisit de travailler 70 heures par semaine, sa peine ne sera que de 55 semaines. Ils ont le droit à une visite par semaine pendant 1 heure. Ça peut être soit plusieurs personnes pour prendre des nouvelles, ou soit son ou sa partenaire de vie. Ça, c'est la majorité des cas. Et si la personne gruge, eh ben, elle peut avoir des pénalités en semaine sur sa peine, ou carrément ne plus avoir de visite. Ça, c'est tout pour les petits crimes mineurs débiles. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude d'aller vite en roller dans la ville et qui percute quelqu'un, ça peut être en trottinette électrique ou n'importe quoi. Si la personne qui s'est fait percuter n'a rien de spécial et que c'est la première fois que cette personne fait ce genre de choses, elle va juste prendre une pénalité, mettons 4 heures de travail en plus par semaine pendant 3 mois, mais rien ne va changer pour ses habitudes. Et si ça se reproduit trop, ça peut être des peines de crime mineur. Juste pour faire la distinction qu'il y a aussi des petites pénalités, un peu comme des heures de colle finalement. Ensuite, par rapport au crime médium, c'est beaucoup plus hard. Ça va être tout ce qui est viol, tentative de meurtre, ou si on blesse quelqu'un très gravement, qu'on lui fournit des séquelles. Déjà, si un crime passe en crime médium, c'est qu'il excède au moins 5 ans de prison sûr. Et avant la prison, il y a toujours une punition en mode karma instantané. Et vous verrez ce que c'est la prison. Prenons un homme qui a violé une femme. Lui va d'abord aller au quartier de la luxure. Et là, il va lui arriver certaines choses. La seule personne qui peut s'opposer à ça, c'est la victime. Ça paraît cruel, mais ça évite les récidives de rendre la monnaie de sa pièce à cette personne, homme ou femme d'ailleurs. Le temps que peut passer une personne là-bas varie par rapport à l'atrocité de son crime et la violence, etc. Une semaine, ce serait dans le pire des cas pour les crimes vraiment odieux en rapport avec le viol. Et pendant cette semaine, la personne sera toujours accompagnée d'un marcheur jusqu'à l'endroit où elle dort, etc. Ensuite, mettons que cette personne ait pris 10 ans, faut savoir que pour un crime médium, c'est 43 heures par semaine de travaux forcés. Ça peut être sur des plateformes pétrolières, terrestres, ça peut être aussi dans des mines. En bref, dans tous les endroits où ils seront bien entourés pour que leur peine se passe le plus tranquillement possible et dans des travaux assez pénibles. Encore une fois, vu qu'elle va devoir travailler 43 heures, si elle décide de travailler 60 heures par semaine, à la place de faire 10 ans, elle va peut-être en faire 8, à vue de nez. Mais bon, subir la même chose et travailler pendant 8 ans à cette cadence, c'est une punition suffisante, sachant que la victime peut alléger sa sentence si elle le souhaite. Une fois, après avoir sauvé une femme dans un hôpital, on a constaté beaucoup de dégâts sur son corps, liés à certains médicaments et poisons. Du coup, la personne a été jugée pour tentative de meurtre. Elle a pris 15 ans, et avant de commencer ces 15 ans, pendant 4 mois, on lui a fait manger soit énormément trop de sucre, soit on lui a fait prendre des mélanges de médicaments qui rendaient mal, ou des fois tout simplement des somnifères sans prévenir, pour altérer son état et qu'il comprenne les enjeux de ce qu'il faisait tout ce temps. Bref, la loi, c'est le mal par le mal. Donc pour une personne qui se serait acharnée sur une autre personne dans la rue, ou alors pour quelqu'un qui battait sa femme ou des cas comme ça, on va les faire combattre
contre un professionnel qui va leur montrer ce que c'est que l'impuissance. Sachant que si les personnes concernées, les victimes concernées ont des séquelles, cette personne en face du criminel ne va pas hésiter à la blesser, ne va pas juste lui faire peur et lui faire des hématomes. C'est une façon de répondre à certains crimes. Et après, pareil, ils ont la peine et le travail. Ensuite, pour les crimes odieux, donc c'est les pires crimes, déjà c'est 40 années minimum. La punition est beaucoup plus longue. Donc quand c'est un caractère sexuel, il y a toujours un petit tour au quartier de la luxure, assez long. J'entends par là viol et meurtre ou pédophilie, ce qui justifie un séjour plus long au quartier de la luxure ainsi qu'au quartier de la violence, voire même un enfermement dans le quartier dangereux si la personne n'est pas docile. Et d'ailleurs, la punition pour un criminel qui ne veut pas faire sa peine ou qui pose des problèmes, c'est de le menacer de repasser par là par sa première punition. S'il trouve que le jugement est trop sévère et qu'il fait bordel, c'est ce qui se passe en général, même si c'est rare qu'on mette ces menaces à exécution. Bref, donc du coup, pour un crime odieux, si c'est à caractère sexuel, il y aura fatalement le petit tour au quartier de la luxure. Si ça ne l'est pas, ça va être que au quartier de la violence. Et à la place que ce soit, comme avant, un combat en seul à seul avec une personne, là, il y a un public, vous êtes attaché à un poteau et tout le monde peut venir vous dire vos cas de vérité et se défiler et se défouler sur vous. Une fois que la punition est finie, eux, pour alléger leur peine, ils devront faire plus de 50 heures. Et 50 heures, c'est le minimum qu'ils doivent faire. Et là, c'est obligatoirement des métiers que je vous ai cités tout à l'heure, dans des structures encadrées et les pires métiers qui existent. Sauf que là, les gens qui traînent avec vous savent que c'est pas un crime médium, mais odieux. Donc du coup, votre peine est une immense souffrance. Du moins au début. Il faut savoir que en cas de meurtre, on est très rarement gracié parce que c'est les plus proches de la victime qui doivent faire ce choix, les parents, conjoints, conjointes et enfants. Donc ça n'arrive quasiment jamais, même si la plupart du temps, pour des parents ayant abusé de leur enfant au bout d'un moment prennent la décision d'arrêter ce phénomène, bien qu'il y ait un minimum de 10 ans ainsi qu'une très lourde punition de base. Et il faut que tous les enfants soient unanimes. Et juste pour finir, les employés normaux qui accueillent les prisonniers pour travailler avec eux sur différentes structures, pour chaque cas, ont une certaine façon de traiter la personne les premiers mois, les suivants, etc., en fonction de comment ils découvrent la personne, comment la personne se confie à eux, etc. En gros, s'ils arrivent à s'adapter, ils auront plus de privilèges, comme par exemple, après une journée de travail, sortir avec ses collègues une fois par semaine, boire de l'alcool, etc. Ça peut aller jusque-là. Mais au début, c'est gruau et bave dans sa gueule, par exemple. Donc manger tout le temps du gruau, prendre des pics et des petites baffes, c'est pas marrant, ça dure quelques mois. Et en fonction de comment réagit la personne, etc., elle peut quand même avoir une situation de vie presque correcte, même si elle restera surmenée et qu'elle devra porter le poids de la culpabilité et faire face à des gens qui ont des regards et des points de vue différents, par exemple. Bon, comme vous l'avez compris, ceux qui sont chargés de faire respecter tout ça, c'est les marcheurs. Ça veut dire que quand ils sont amenés dans leur structure de travail fermée, c'est les employés normaux qui ont l'habitude de ce genre de cas et qui font entre guillemets les matons en même temps de faire leur travail. Les marcheurs servent plus à veiller que les gens qui ont pris des pénalités les respectent et que tout se passe bien avec les gens qui ont commis des crimes mineurs, sachant que on ne répond pas par le karma instantané pour un crime mineur. Quelqu'un a cassé un nez, on va pas lui casser le nez. Par contre, quelqu'un qui continue de faire n'importe quoi alors qu'il a déjà porté atteinte à une personne même si elle n'a pas eu de séquelles, on va pas répondre pareil si elle fait une bêtise qu'une personne ayant commis un crime mineur qui n'a jamais porté atteinte à quelqu'un. Les marcheurs, c'est un peu de la sécurité qui se baladerait, mais ils ont pas d'uniforme spécial, juste ils font des allers-retours dans leur quartier. Il faut 2 marcheurs en même temps dans chaque quartier et 2 autres qui prennent le relais, de 7 heures à 16h20 et de 16h20 à 1h40 du matin. Après, c'est des marcheurs de nuit, ils sont là pour faire acte de présence. Ils connaissent les commerçants, s'il y a des litiges entre eux, les gens qui viennent à l'hôtel. Bref, ils ont une bonne vision globale de leur quartier, ils le connaissent par cœur et ils sont là pour intervenir en cas de souci. Ils n'ont pas d'armes, rien du tout, mais ils ont une radio quand même. Ils servent autant à protéger quelqu'un qui se fait embêter ou agresser, que protéger la personne qui agresse ou embête. Parce que imaginez un monde où c'est le contraire exactement de votre société. Ça veut dire au moindre problème, il y a une vingtaine de personnes qui viennent se mêler des affaires des autres, quoi. La plupart du temps, le marcheur a même pas le temps d'intervenir, que le problème est déjà réglé. Souvent, on a le son et l'image dans un problème, mais les gens sont honnêtes car la version que les gens donnent, elles correspondent exactement à la réalité vérifiable. Du coup, c'est déjà une statistique cool. Donc, le rôle des marcheurs, une fois qu'il s'est passé quelque chose, ça va être de faire venir l'élément perturbateur et par exemple la personne qui a voulu régler le problème elle-même, ainsi que la cause, si c'est une personne différente, ainsi que les témoins qui ont le plus vu l'action ou ceux qui ont le plus de temps pour accompagner tous les gens que j'ai nommés.
Et bien sûr, quand il arrive sur un litige, le marcheur montre sa radio et son badge, car il n'a ni arme ni uniforme. Bref, du coup, il les emmène au quartier de la coordination. Dites-vous, à peine le temps d'arriver au quartier, vu qu'ils ont prévenu les coordinateurs. Quand ils arrivent, il y a déjà les caméras et le son de tout ce qui s'est passé. Au moins, c'est clair. À cet endroit-là, ne viennent que les gens qu'ils ont aidés si ils ont porté atteinte physiquement à la personne en face. En gros, ils vont directement dans la pièce où ils sont jugés, la plupart du temps par des personnes âgées, avec aussi des plus jeunes, mais principalement des personnes âgées. Si par exemple c'était un gars qui frappait sa femme dans la rue, qui s'est fait frapper par quelqu'un d'autre, mais que ses blessures sont superficielles, par exemple un nez cassé, ça se remet facilement, c'est superficiel. Mais quand il y a des séquelles, la personne qui a aidé peut avoir des problèmes. Mais c'est rare, il faut vraiment que cette personne ait abusé, quoi, qu'elle ait limite profité de la situation pour faire du mal à quelqu'un, pour que quelqu'un qui vienne aider se fasse pénaliser. Sinon, on motiverait pas les gens à venir aider. Et la personne qui est en tort, elle va se prendre une dose de travail en plus en fonction de si son crime il est mineur, médium ou majeur. D'ailleurs, il y a aussi les niveaux 4 pendant le jugement, et eux arrivent à sentir d'autres choses. Par exemple, à la base, deux hommes en tort qui se battent, les niveaux 4 peuvent nous faire comprendre, dans cette situation précise, qu'il fallait enquêter sur la femme. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut regarder les téléphones, chose qu'on n'aurait pas forcément fait pour une petite altercation, et on s'aperçoit de beaucoup de messages de manipulation. On tombe sur une personne qui joue sur plusieurs tableaux avec plus de 5 personnes en même temps, et quand la malhonnêteté en vient à créer des incidents comme celui-ci, la personne peut prendre comme un crime mineur et avoir des séances avec des psychologues, etc. Et ça arrive aussi que ce soit des hommes qui causent des gros litiges comme ça entre plusieurs femmes, voilà, et l'inconscience peut être punie. Le mensonge est presque un crime. Du coup, c'est une des manières d'utiliser les habitants de niveau 4. Exemple pour la rue du Poussin. Simplement en se baladant dans la cour, ils peuvent nous donner les noms des enfants qui ont une aura et une énergie complètement différente des autres. Donc des enfants qui ont pu avoir des traumatismes. Et souvent, en remontant au cœur du problème, on peut avoir affaire à un homme qui bat sa femme, un enfant battu, ou pire, ce qui fait que la majorité des crimes sont arrêtés avant que ce soit grave. Et même si je vous ai parlé de tout un tas de crimes horribles, sachez qu'il y a très peu de criminels qui dépassent le crime mineur. Ah oui, petite précision, en continuité de la route du sud, on a une voie ferrée qui mène à une autre ville. Si on décide d'aller en voiture dans une autre ville, on va avoir une pénalité. Obligé d'utiliser les transports en commun pour faire de longs trajets. La route sert juste si on a besoin d'envoyer des camions. Et aussi, le quartier de la restauration et le quartier de la mode sont collés à la route du sud, car c'est les seuls quartiers où on a besoin plus ou moins de livrer aussi au centre. Alors pour info, j'ai mis des lignes de démarcation, mais il n'y a pas toujours des murs. Le secteur du péché, par exemple, lui est enfermé et connecte entre lui-même, mais la plupart du temps, ça va être par exemple les boutiques qui sont à l'entrée des quartiers ou près du rond qui est au centre, qui vont faire une sorte de fermeture. Ensuite, il y a les hôtels respectifs de chaque quartier, de l'hôtel respectif de chaque quartier. Après, pour la suite, ça dépend de ce qu'on veut faire. Moi, si je vous explique tout ça, c'est juste pour vous dire qu'il y a des connexions entre les quartiers. Des fois, ça va être un passage dans un mur où nous, on va voir le contour du mur rouge et le sol près de notre côté rouge. Ça veut dire qu'on peut pas passer. Et de leur côté, ça va être vert. S'il n'y a pas de mur, mais par exemple que c'est entre l'hôtel et une boutique, si le sol est rouge d'un côté et vert de l'autre, ça veut dire que c'est eux qui rentrent par ici. Et ça alterne tout le long d'un quartier. La zone rouge, quand on vient de rentrer dans le quartier, c'est une zone pour être sûr qu'il n'y ait personne ici, quoi. En gros, vous rentrez à n'importe quelle allure dans le quartier, vous savez que sur 10 mètres, et mettons 3 mètres de large, eh ben, il n'y a personne qui roule sur le rouge. C'est très intuitif. Voilà pour les grosses bases. Franchement, si vous avez écouté jusqu'au bout, ça me fait vachement plaisir. Là, ça va être fini. Cette vidéo est la suite d'un projet en 6 vidéos et c'était aussi la plus longue. Et la prochaine et dernière vidéo sera comment changer efficacement et avoir un impact positif sur la qualité de vie, l'environnement et la praticité sur la vie de tout un chacun en partant de votre système actuel, bien sûr. See you! Yo, bienvenue dans cette dernière vidéo. On va parler de maintenant, à l'instant présent, comment on changerait le monde. Déjà, dans le meilleur des cas, le modèle dont je vous ai parlé est appliqué directement par tout le monde, comme par magie. Ça veut dire que toute la politique se transformerait en le système de coordination dont je vous ai expliqué. Du coup, ils auraient besoin de gens pour créer l'application universelle, etc.
Vous pouvez remplacer le mot politique par logistique, en gros. Du coup, le premier bouleversement et le gros avantage, c'est qu'on aura énormément de main-d'œuvre. Car avec le départ de l'argent, on aura beaucoup de postes fictifs qui ne serviront plus à rien. Ajoutez à ça que dans tous les secteurs où avant on quadrillait au millimètre l'emploi du temps d'un employé, bah maintenant on peut beaucoup plus recruter, vu qu'il n'y a pas d'impôts démesurés à payer pour une personne, etc. On peut se permettre de perdre du temps dans la formation sans aucun souci. Ce qui est le plus gros problème des gens qui ne travaillent pas actuellement dans la société. Et le deuxième aussi gros problème, c'est le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que ce soit en biens matériels ou en activité, le fait de travailler nous sert juste à survivre. Donc on peut même pas se permettre de s'offrir des choses alors que le stock est conséquent. Pareil pour les activités, elles seront gratuites, donc ce sera beaucoup plus motivant à travailler pour tout le monde. Dans ce monde, en premier lieu, les infos seront très importantes, car c'est ici qu'on verra où la main-d'œuvre pourra se rediriger. La priorité, c'est que chaque secteur soit autonome, donc qu'on puisse répondre aux besoins primaires par des circuits courts dans chaque endroit au maximum, pour une partie de la main-d'œuvre. Une autre partie de la main-d'œuvre va aller dans les urgences. Ça veut dire le démantèlement des centrales. En gros, tout ce qui est dangereux sur le long terme doit être fermé. Et ensuite, la pollution. Promouvoir le fait de désinfester des plages dans les pays où c'est intéressant. Vu qu'il n'y a pas d'argent, en fait, chaque geste utile est considéré comme un emploi. Donc le bénévolat devient un vrai travail qui vous permet de profiter d'un confort de vie excellent pour tout le monde. Exemple, le septième continent de plastique, si on crée une plateforme comme pour les plateformes pétrolières, avec des gens qui ramassent ce plastique et qui ont une structure pour directement le transformer en tupperware ou en tonneau en plastique, bref, en truc qui pourrait être utile. Bien sûr, dans l'optimisation. Ça veut dire qu'on crée petit, puis grand, on emboîte, et quand on fait des voyages, c'est des tonnes et des tonnes de plastique tétrixé, quoi. D'une, ce serait une super démarche, mais il faut pas oublier l'aspect confort là-dedans. Ça veut dire que sur la plateforme, il faudra qu'il y ait un côté pour le travail et un côté pour le divertissement. C'est important de motiver les gens à venir travailler, qu'ils aient un cadre de vie sympa en fait. Des jeux, des bars, tout ce que vous voulez. Mais quand ils sont pas au travail, ils ont de quoi s'amuser. Bref, donc ça, c'était la partie info. Ça veut dire que on tiendrait au courant les gens sur divers domaines, sur tous les changements en fait qui sont importants en ce moment. Parce que dans un changement radical, la population, c'est certains les plus fragiles, les mentales les plus fragiles pourront peut-être stresser ou quoi. Du coup, voilà, ça c'était la partie l'information va redevenir utile et primordiale. Ensuite, il faudrait tout réagencer au niveau des maisons. Ça veut dire qu'en gros, pour ceux qui travaillent déjà, on leur fournit un logement en fonction du nombre d'habitants. Par exemple, une famille de 4, il y aura une plus grande maison que quelqu'un qui est tout seul à travailler dans la même zone. Donc du coup, on fournit des appartements proches ou maisons aux gens en fonction de leur nombre d'habitants, au plus près de leur travail. Et ça, on le fait pour tous les domaines. Du coup, on limite à fond l'empreinte carbone. En plus de faire gagner en confort de vie à tout le monde. Au début, c'est un peu comme imaginer, comme si les maisons et appartements n'étaient à personne. Et on va les dispatcher en fonction de ceux qui en ont le plus besoin, en commençant par les gens qui ont des postes bien fixes. En gros, tous les CDI, on leur fournirait une maison en premier. Et pour tous ceux qui travaillent pas, ils continueraient de vivre là où ils vivent pour le moment. Et dès qu'ils trouvent un travail, on leur fournit un logement à proximité. Faut aussi avoir plus d'idées créatrices au niveau des loisirs. Genre, j'en sais rien, des zones de trampoline, ce que vous voulez. Mais il faut que les gens puissent s'amuser en gros. Parce que là, honnêtement, on se fait un peu chier. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est aberrant de voir autant de boutiques de fringues et de restauration en fait. Ça prend toute la place. Bref, il y a des secteurs à réguler au profit d'autres pour que le monde tourne mieux. Bref, tout ça, c'est les grandes lignes et comment agir dans l'instant T. Donc, je parle que des choses primordiales, comme le sujet suivant. Ensuite, il faudrait bien sûr limiter les naissances. Là, on serait à un stade où chaque couple aurait le droit d'avoir un enfant, mais stop, pas plus en vrai. Ce serait une façon de limiter notre population, au moins qu'on ne soit pas en croissance, quoi. Si chaque couple avait un enfant, ce serait mieux pour l'éducation, etc. Ensuite, vu qu'on travaille au bien commun, les pays pauvres, qui ont des champs immenses qu'ils ne peuvent exploiter souvent qu'avec des outils manuels, à tout cela, les grandes nations, on va dire, enfin ceux qui ont créé des usines pour faire des choses de grande envergure, eux pourront fournir des tracteurs et des choses comme ça pour l'agriculture et pour les besoins primaires des pays pauvres. Ensuite, il faut aussi qu'on leur envoie bien sûr des contraceptifs, pilules, capotes, etc. Et qu'ils suivent le même modèle que nous, quoi. Parce que dans un pays où le taux de mortalité est beaucoup plus haut à cause de la faim, à cause de la misère, c'est rassurant d'avoir plusieurs enfants quand même. Non, en gros, voilà, c'est une partie importante, il faut absolument qu'on fasse ça, un enfant par couple. Ensuite, tout ce qui est guerre, etc. Dans la société de la personne qui m'a communiqué tout ça, ça n'existe pas le budget militaire en fait. On a une grande ville militaire. Même principe que quand on a une ville à côté d'une grande mine ou d'une terre hyper favorable
bref, de ressources, bah là, c'est plus une ville avec une fonction. Et c'est la ville qui est en charge de observer l'espace, vérifier qu'on n'ait pas de soucis à venir, un peu comme on quadrillerait la Terre pour empêcher un éventuel missile à nous de toucher les nôtres, ce qui est complètement stupide. Et du coup, on fournit beaucoup trop d'efforts. Sachez que les guerres intergalactiques, c'est beaucoup plus simple. En général, c'est celui qui a la technologie la plus destructrice qui l'emporte. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de soldats, etc. Il y a juste besoin de pas mal d'observations et de structures pour se défendre, ainsi qu'attaquer. Ça va pas se jouer au nombre de soldats, sachant que c'est quelque chose que la conscience universelle ne tolère pas. Ça veut dire que une espèce suffisamment évoluée ne va jamais agir comme ça, car elle n'évoluera jamais à ce stade si elle ne comprend pas ces choses-là. Il y a des rares cas d'espèces qui ont une politique invasive particulière, mais leur éthique serait grise, si on devrait comparer au noir et au blanc. Pour finir, j'aimerais rappeler que enlever l'argent aurait un impact significatif sur la criminalité qui n'est pas négligeable, ce qui fait qu'on gagnerait encore en main-d'œuvre. Mais bon. Et maintenant, l'élite. La seule chose qu'on peut faire avec de l'argent qu'on ne peut pas faire dans le monde que je vous ai cité, c'est acheter l'humain. Prenons un pays du tiers-monde. Les parents n'arrivent pas à nourrir leur famille. Il n'est pas rare de vendre un enfant ou que l'aîné se prostitue par exemple. Mais aussi toute forme de corruption pour que certains ferment les yeux ne serait plus possible. Ou que quelqu'un qui a du pognon propose à deux personnes de se battre pour de l'argent juste parce que ça les fait kiffer d'avoir du pouvoir. Donc en gros, pour remercier l'élite de ne pas mettre de bâton dans les roues à cet engrenage, faudrait créer à plusieurs endroits des monuments avec le nom de toutes les familles les plus riches qui se sont entre guillemets sacrifiées. Mais c'est pas vraiment un sacrifice parce qu'elles vivront dans un monde meilleur, donc du coup leur relation avec le monde sera amplifiée, même si ils n'ont plus de voyage en jet, qu'ils ne pourront plus se payer la compagnie de n'importe qui comme ça, ou effacer quelconque problème avec de l'argent. Bref, l'idée c'était de faire un petit truc pour que tout le monde soit chaud. Bon, maintenant j'aimerais vous rappeler que quand même cette vidéo se base sur le projet Ultimatum, et que même si je pense que c'est du bluff, je vais quand même vous faire un dernier montage de mon ressenti par rapport à tout ça. La fin